Michelin, Motion for Life. Bonsoir à tous, bienvenue dans Racing Stream. Et oui, faux départ, on se croirait avec Pérez. Boum, ça y est, c'est parti, petit tac. Bienvenue dans Racing Stream, si vous nous regardez en replay, bande de tricheurs, bienvenue à vous aussi. J'espère que vous allez bien, un beau week-end français qui fait plaisir. Évidemment, on va en parler avec Jean-Louis Moncey, mais évidemment, honneur aux invités. Ah non, pas de ce côté-là, de l'autre côté, Adrien Pavio, bienvenue dans l'émission. Salut à tous. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Alors évidemment, tu es collègue commentateur, mais pas que. Tu es peintre ultra reconnu, tu fais des merveilles sur des casques. Enfin bref, tu vas nous en parler. Mais tu es aussi pilote. Tu roules cette année en GT4 Europe. Tu as été champion de France junior en Super Pro en 2002. Tu as gagné la Formule France en 2004. Enfin, tu fais tout dans le sport méca en fait. J'essaye, non, je fais pas tout. Mais en tout cas, je kiffe, c'est ma passion. Donc bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Trop bien. T'es aussi venu parce que je connais Anthony Drevet. Eh oui. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'Anthony ne soit pas venu. Voilà. Il est pas venu juste pour toi. Hein. Bah oui, je sais que c'est très bien que pour moi, mais ça sera répété, amplifié, déformé. Non, mais il a séché. Il a dit, c'est Adrien, je ne viens pas. Rémi, pareil, je ne viens pas. C'est triste, hein, si tu fais cet effet-là, Adrien. Tu Non, fais mais bien. C'est que tu les connais bien. Oui. Bah oui, je les connais très bien. Je connais Rémi, parce que j'ai eu la chance de commenter avec lui, de travailler avec lui sur Eurosport. Donc, et puis Anthony, je pense qu'Anthony, on se voit beaucoup trop dans l'année. Il s'est dit non, pas un lundi de plus. Là, le quota est atteint. Non, c'est triste. On voit bien, il y a on peut se fier. Et que quand on a des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est comme ça qu'on dit. Bon, trêve de plaisanterie, évidemment. Alors, tout de suite, Anthony ne reviendra pas la semaine prochaine parce que c'est le 11 novembre. On reviendra la semaine après, le 18. Et Rémi sera avec nous de sa chambre de Sepang en Malaisie où là, il est 4h du mat. Il n'en peut plus. Il n'a qu'une envie, c'est se coucher ou alors d'aller à sa soirée. Ça va, Rémi? Oui, ça va bien. Ah, t'as vu, il est tout sage avec son petit truc comme ça. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis sage. Bon, tu vas nous parler évidemment Ouais, de ton attention, immersion au là. Grand Prix, et pas que. Oui, non, on va parler de Michelin qui m'a accueilli. Je suis allé voir les monteurs, je suis allé en bord de piste, je suis allé sur la grille aussi, parce que je n'avais pas l'occasion de trop faire toutes ces choses-là quand je commentais. Ah, très bien. Bon, n'hésitez pas en régie à nous monter un tout petit peu le retour de Rémi. C'est bien, je suis content que tu aies pu gratter des grid walk, hein, c'est vachement bien. Mais j'espère que tu nous reviendras la semaine prochaine. Reste avec nous. Pour l'instant, on va être avec notre côté droit du ring, comme d'habitude. Mais Fabien, tu es de retour. J'ai cru qu'il allait m'oublier. Hein. Vous Mais avez non, noté. Hein. J'ai cru mais qu'il allait non. m'oublier. T'inquiète pas, ça va. Ah, ça va très bien. Ravi. On a eu un Grand Prix exceptionnel ce Ah oui. week-end. Donc, Cocorico. ouais, Cocorico. On a cru à la victoire, mais bon, déjà double podium français, c'est magnifique. On y a cru pendant un petit moment et puis le pétard a fait pchut. Exactement. Sur la Oh, fin. alors, Mais c'est magnifique. Ça reste magnifique. c'était un feu Ça reste d'artifice. magnifique, ouais. Bon, Jean-Louis, du coup, t'as dû kiffer toi aussi. Oui, c'était pas mal, mais alors, moi, je suis d'accord avec vous pour la Formule 1, mais la moto, c'était formidable aussi. Ah oui, ça, j'ai pas vu. Ça, ben, Il va pouvoir nous dire un entre petit peu Bagnaia ce qui et s'est Martin, passé. c'était absolument magnifique. Eh ben justement, il est pareil. là pour ça, notre ami Rémi, en direct du bout du monde. Et oui, parce que Racing Stream est international. On démarre tout de suite avec la Formule 1. C'est parti. Bon, du coup, Jean-Louis, un Grand Prix surprenant à tout point de vue avec des conditions très difficiles. Alors, j'ai fait le compte. Hein. Déjà, le samedi, il y a eu 1 heure d'essai, et l'après-midi, il y a 1h11 exactement de sprint. Ok. Ah, Bah oui, le vendredi. Le samedi, à cause de la pluie, pas de qualification. Le dimanche, les qualifications à 7h30 du matin. C'est pour ça que, alors supposons que là-bas, Rémi, il serait obligé d'aller tout de suite au circuit maintenant. Donc c'était très compliqué. Alors les qualifications, elles ont duré 1h45, ok, noté. Et ensuite, il y a eu la course. La course, 3h47, tout compris. On va dire, ce qui fait quand même des grosses journées, 5h32 Ouais. au total, ce qui fait des grosses journées pour les pilotes. C'est pour ça qu'on peut leur pardonner beaucoup, surtout toutes Ouais. les petites erreurs qui ont coûté cher. Mais quand même, franchement, il faut vraiment du courage. Il faut vraiment être des athlètes pour faire ça. Adrien, évidemment, tu connais le sport méca et j'en ai pas parlé, mais tu as aussi roulé en NASCAR aux États-Unis, donc vraiment le top. Des week-ends comme ça à rallonge, très difficile, éprouvant physiquement parlant. Bah ouais, surtout que là, en fait, ils ne savaient pas si ça roulait samedi. Donc on se met dans la condition, on va avec les ingénieurs, on fait le brief. Donc on met en place la stratégie en fonction de... Vous savez comment ça marche, hein, sur les séances de qualif, ils font un premier run. En fonction d'où est-ce que le premier run les situe, ils voient s'ils repartent ou pas. Donc on établit des scénarios.
Donc ils ont tout ça en tête, ils ont beaucoup de données en tête. Ouais. Ils sont là, ils attendent, et ça vient pas. Donc c'est assez fatigant, ouais. Et puis surtout, il faut rappeler, hein, une qualif, c'est très éprouvant. On s'en rend pas compte parce qu'on se dit c'est qu'un tour, mais c'est un tour à balle. Et donc, on fait pas 3 tours hein, à cette performance. Hein. C'est pour ça qu'ils le font que sur la Q3, généralement le meilleur tour, parce qu'ils peuvent pas le faire sur les 3 sessions. Hein. Un tour aussi parfait, avec autant de concentration et avec autant d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient 4 heures entre les deux, minimum 4 heures entre les deux. En plus pour les mécaniciens pour pouvoir réparer les voitures, mais aussi pour les pilotes pour pouvoir se reposer. Évidemment. Bon, du coup, ce résultat, il nous fait plaisir. Eh bien oui, parce que quand même, on arrive à un moment donné, il reste 3 Grands Prix. 3 Grands Prix dans le désert. Donc Vegas, et après Qatar, et après Abu Dhabi. Ah oui. Donc, c'est le désert. Donc je ne crois pas qu'il y ait de la pluie. Ça peut arriver, Oui. mais... Ça, À un moment, je suis tombé la seule année à Vegas, il n'y avait pas plu depuis 1939, ils m'ont évacué de la vallée de la mort pour inondation. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Donc tu sais, on ne sait jamais. Ça arrive. Donc il y avait, juste avant le Brésil, il y avait 4 personnes capables de gagner le titre mondial, mathématiquement, Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri. Il n'en reste plus que 2. Et ça, c'est quand même un premier tournant. C'est vrai. Le deuxième tournant, c'est qu'il faut que Verstappen arrive une fois devant Norris et il est champion du monde pour la 4e fois. Donc, mes amis Margot et Franck estimaient qu'il fallait 2 points de plus. Ça fait pas beaucoup, 2 points. Il peut les faire, Verstappen, facilement. Et, je vais radoter, mais ça me rappelle ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire qu'en Hongrie, ils ont donné 7 points de plus à Piastri en lui donnant la victoire assez fausse. Ils peuvent le regretter, McLaren, ils vont peut-être le regretter encore bien plus. Ouais, c'est Ce sûr. que je voulais dire sur Budapest. Mais on l'a vu l'image là avec Esteban Ocon et on l'a vu après en interview, même sur ses réseaux. C'était aussi beau qu'une victoire. Il était fou de joie. Ah, là c'était... Alors, moi je les ai trouvés formidables. Formidables dans le pilotage, formidables dans leur manifestation de l'arrivée des 2 voitures côte à côte. Oui, ça c'était extrêmement... c'est Et beau. puis je vais vous dire une chose, formidable dans l'amitié retrouvée, ce qui est énorme. C'est vrai. Parce qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les deux, beaucoup de tensions entre les familles, il faut le dire aussi, puis ils sont d'un petit coin de Normandie l'un et l'autre. Et quand même, pour moi, c'était de les entendre, c'était l'amitié retrouvée, et j'ai trouvé ça vraiment géant. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des photos d'eux où ils ont au moins 5 ou 6 ans, tous les deux côte à côte, et j'ai trouvé ça géant. Voilà. Mais c'est vrai. Bon, moi, je critique beaucoup les Alpines. Oui. Là, on sait très bien, et ça, c'est un fait de course célèbre. La pluie, ça a tendance à niveler toutes les valeurs. Et là, bon, elle s'est montrée sous un très beau jour. Ouais. C'est sûr que contre Verstappen, qui est un maître sous la pluie, c'était difficile. Je pense que quand Ocon était en tête, il savait que Verstappen allait passer. Il est passé, mais bon, les deux Alpines étaient là, vraiment formidables. Ah, il le disait, c'est vrai qu'il savait qu'il voulait y croire, mais bon, c'est vrai que la 2e place fait vraiment très plaisir. On va y revenir à la pluie, justement. J'aurais une question à ce sujet. T'as dû kiffer, toi, en tant que spectateur, un double podium de Français. Et puis c'est vrai, il a raison, l'arrivée des deux en patrouille de France, limite, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment top. Après, moi, comme j'ai la chance de travailler avec Pierre Gasly, pour le coup, j'étais vraiment content pour lui. Mais j'aime beaucoup Esteban aussi, pour l'occasion de le côtoyer sur les Grands Prix. Ouais. Et je suis assez d'accord avec Jean-Louis. Je trouve que c'est beau parce que les mauvaises langues ont peut-être attendu le clash pendant toute l'association Ocon-Gasly chez Alpine. Bah, moi, je suis content que finalement, elle ne soit pas réellement venue. Beaucoup s'attendaient à ce que ça clash bien plus que ça. Bah, moi, je pense qu'ils ne méritaient pas parce que je trouve qu'ils ont été très intelligents. Je pense que et Esteban et Pierre ont su mettre leurs griefs de côté pour travailler ensemble. Donc déjà, c'est bien parce que ça permet de montrer à quel point ils ont été mûrs. Et au-delà de ça, c'est traduit par cette belle image de fraternité à l'arrivée. Quand on les voit là se prendre dans les bras et puis même derrière en interview, quand ils font les interviews ensemble, ils se regardent. Bah, c'est avec surtout des ça, yeux c'est le pleins regard qui est assez plein de impressionnant. complicité. Et je trouve ça bien parce que la collaboration va s'arrêter dans 3 Grands Prix avec Esteban qui part chez Haas. Et pour le coup, je trouve qu'ils sortent grandis tous les deux de cette association. Je trouve que c'est tout à leur honneur à tous les deux et je trouve ça très bien qu'il y ait eu ce fait de course et ce double podium pour venir finalement féliciter leur travail. Est-ce que ça remet pas en cause, peut-être l'un et l'autre, vous me direz, même toi, Fabien, le changement de motoriste? Alors effectivement, il pleuvait, ça a changé la donne. Dimitri en parlait la semaine dernière que sous la flotte, les classements sont différents. On le sait, Rémi en parlait souvent pour les motos, mais est-ce que ça change pas la donne ou finalement ça ne change rien finalement? Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça y est, le moteur 2026, il est arrêté. On ne peut plus perdre de temps à ce point-là. C'est fini. Ah oui, je sais que c'est fini, mais est-ce ça. qu'ils peuvent se dire, peut-être que... Ah, si on avait su, oui, mais ça, l'histoire de la course automobile, l'histoire du sport, c'est ça.
Ah, si on avait su. Oui. Bien sûr. Évidemment. Non, ça c'est mort. Mais par contre, ça veut dire que le châssis n'était pas si mal que ça. Il y avait de l'adhérence, il y a une bonne utilisation des pneus pluie, on va y venir. C'était pas si mal que ça. Et le moteur, à défaut d'être hyper puissant, il était assez souple pour être bien sous la pluie. Et à Interlagos, moi je la connais la pluie depuis longtemps, ça fait quand même un peu peur de temps en temps avec toutes les rigoles, l'aquaplaning qui est permanent, quasiment dans toutes les courbes en descente, notamment les S de Senna. Donc ils ont eu de la maestria, les deux garçons. Je ne parle pas de Verstappen. Si je résume la course de Verstappen, je leur résume en 2 mots. Chance et talent, ou talent et chance. On va y venir à Verstappen. Il faut les deux. Mais tu m'en as parlé, tu m'as lancé sur quelque chose. Juste Vas-y, un truc, Fabien, oui. justement, parce qu'il dit que ça pleuvait fort. On voyait Esteban avant le drapeau rouge, qu'on va revenir un peu plus tard. On le voyait vraiment jeter la voiture, l'avant de la voiture. Il lançait le volant pour voir où est-ce qu'il était le grip, comme on fait en karting de temps en temps, en karting. Cherchez le grip. Tu cherchais le grip. Donc on le voyait vraiment qu'il sentait. Il y a un moment, tu sens plus la voiture, tu sens pas. Donc ils sont obligés de la jeter comme ça, être en sous-virage jusqu'au moment où ça va prendre. Donc c'est comme ça qu'ils testaient et tu le voyais tester derrière la safety car et tout. C'était assez impressionnant à voir. Ah ouais, ok. Bah écoute, ça m'amène tout de suite à cette remarque que j'avais, parce que je ne comprends pas, il va falloir que tu m'expliques, et tu me diras aussi, Adrien, ce que tu en penses. Avant, c'était les slicks et les wets. Maintenant, évidemment, il y a toutes les gommes différentes, mais pourquoi on utilise si peu les wets, donc là, vraiment tous les qui sont capables d'enlever 85 litres d'eau par seconde, et Oui. pourquoi on les voit tout le temps en intermédiaire dans des choses où on voit que là, Carlos Sainz a perdu son grip, bon, peut-être la bande blanche, mais ils étaient tous à la limite. Pourquoi est-ce qu'on ne chausse plus les wets autant qu'avant maintenant en Formule 1 Ça s'est vu, même Russell démarre des stands, il fait un tour, il dit il faut mettre les intermédiaires. Parce que les wets, donc les pleines pluies, ne plaisent pas aux pilotes. Ils sont déjà en chewing-gum. Deuxièmement, les rainures sont extrêmement profondes pour évacuer 85 litres, moi je dirais plutôt 70 litres. Mais enfin, il faut déjà les sortir beaucoup. par seconde à 300 à l'heure. Et ça a tendance à faire vibrer les pneus en verticale. Et ça déplaît profondément au pilote. Troisième chose, s'il y a tout d'un coup la pluie s'arrête et que la trajectoire se met à sécher, il faut s'arrêter tout de suite. Les pneus, c'est fichu, ils tiendront pas le coup. Je vais vous raconter une anecdote, ça depuis longtemps, une anecdote formidable. Le dernier Grand Prix de Ronnie Peterson, 1978 en Autriche, où il était avec ces pneus-là, et il allait chercher sur l'Österreichring, qui est un circuit extrêmement dangereux, la moindre petite flaque d'eau pour refroidir ses pneus pluie, pour finalement terminer la D'accord. course. En revanche, l'intermédiaire, il est formidable, parce que déjà, il est les rainures sont moins importantes. Deuxièmement, il peut se transformer en slick si ça continue à sécher, et ça peut marcher, et ça c'est important aussi. Et puis il est plus réactif pour les voitures. Alors attention avec les weights, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il ne faut pas non plus régler les voitures trop basses quand Pour il pleut, l'aquaplaning. parce que le patin dessous, eh bien c'est aquaplane, c'est un ski. Tous les pilotes le savent. Donc Donc c'est pour ça aussi qu'ils mettent pas les wets, c'est parce que ça peut l'aéro il pour l'effet de sol. il s'écrase trop. Il s'écrase trop sur la gomme qui dépasse, donc les stries, il s'écrase trop. Il joue trop là-dessus et il s'écrase trop. Et donc ça leur plaît pas non plus. D'accord. Et puis- D'ailleurs, ouais. je répète la démonstration. Russell a changé de il faut mettre les intermédiaires, alors qu'il venait de s'arrêter pour mettre des wets. Il a compris tout de suite qu'il fallait le faire. Ah, c'est fou. Hein. Et toi, de ton expérience aussi, parce que je l'ai vu aussi sur. C'est marrant parce que je suis tombé dessus, mais par hasard, sur un article qui traitait de ça. Et apparemment, l'aéro des voitures aujourd'hui créerait beaucoup plus de spray qu'avant. Oui, complètement. Puis, faut pas oublier, ça me fait marrer parce que là, il y a tous ceux tout de suite qui sont montés au créneau en disant comment ça se fait qu'on roule plus sous la pluie? Avant, on roulait sous la pluie. Donc, tout de suite, on ressort les vidéos de Massa et Kubica Oui. à Fuji en 2007. Oui. Ouais, comparez la taille, et il y en a beaucoup aussi des visuels, comparez la taille des F1 de 2007 et comparez Oui, avec bravo. les F1 d'aujourd'hui. Exact. Tout le dessous de la voiture, tout le fond plat, au-delà du patin, mais tout le fond plat, il est 1,6 fois plus grand que les F1 de 2007. Donc une F1 de 2007, c'était beaucoup plus facile. Il y avait moins de surface au sol pour lever de l'eau. Là, les voitures sont immenses. Les F1 d'aujourd'hui sont immenses. Donc forcément, ça augmente cet effet de sol, ça augmente ce problème déjà de levée d'eau, mais aussi toute cette eau qui s'accumule sur la voiture, qui la lève et qui la rend... Donc ils préfèrent avoir des intermédiaires, avoir moins de grip, mais garder l'effet de sol plutôt qu'être en Oui, de wet. toute façon, au-delà de ça, pour rejoindre ce que disait Jean-Louis, je pense que sur le problème des intermédiaires, ou plutôt la solution des intermédiaires, parce que c'est une solution, c'est qu'en fait, comme il a dit, dès le moment où la pluie s'arrête, instantanément, il y a une deuxième efficacité qu'ils n'ont pas avec les wets. Donc en fait, ce qui se passe souvent quand il y a énormément de pluie comme ça sur les circuits, c'est que c'est souvent des pluies tropicales. On le voit, souvent on est dans des scénarios on est au Brésil, on est dans tous ces pays chauds, c'est une pluie tropicale qui tombe mais qui s'arrête d'un coup, l'eau s'évacue très vite,
Au lieu de faire 2 arrêts au stand, vaut mieux perdre 1 seconde, 2 secondes au tour sous la pleine pluie avec Voilà. les intermédiaires, mais on perd toujours moins que de s'arrêter pendant 26 secondes au stand, le temps de faire la pit, s'arrêter, changer, repartir. C'est un vrai atout en termes de stratégie, au-delà du pilotage pur. Eh ben, merci pour ces Avant belles le explications. Avant le safety car, ils étaient quand même très lents. Hein. Ah oui, Ils étaient à l'arrêt. Hein. Ah, c'est cool. En tout cas, je suis content parce que maintenant, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais. Merci pour ça. Les atouts de Max et de Lando, justement, pour cette fin de saison. Alors, Max, il ne peut pas bouger une oreille. Il a 6 points, il reste 6 points sur la licence. Il voit bien qu'il est dans le collimateur de la FIA. Ça a encore été prouvé. Et donc, il faut qu'il fasse attention à ça. Et puis, il n'y aura pas de pluie. Hein. Enfin, sauf exception, Vegas, Qatar et Abu Dhabi, il n'y aura pas de pluie. Donc, il ne pourra pas avoir son célèbre talent sous la pluie. Mais ces 3 derniers Grands Prix, l'an dernier, c'était les 3 derniers aussi, il les a gagnés tous les 3. Donc, il faut quand même faire attention à lui. Et puis, 2 points, c'est rien. Ah ouais, c'est rien. C'est rien par rapport. Non, je répète, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Il a un talent formidable, Max. Même s'il paraît désagréable à plein de fans, il a un talent de dingue. Ça, il sait regarder la course qu'il a faite hier. Et oui, mais on va en parler d'ailleurs avec les points de vue de Hamilton et Norris, mais on va en parler. Franchement, c'était vraiment éblouissant. Effectivement. Les autres faits marquants Alors, de ce Grand Prix, mon cher Alors, Jean-Louis. Norris, je dois parler de Norris. Oui, c'est vrai, pardon. Norris, que je trouve, il a encore manqué son départ. Alors, il n'est pas sur la bonne trajectoire, c'est vrai. La trajectoire à l'accord est meilleure, et c'est là où était placé Russell. Mais bon, il est pas. Je le trouve un peu désordonné. On a dit ça déjà au précédent Grand Prix. Un peu désordonné. Et puis là, maintenant, il commence à moins apprécier les histoires avec Max. Et puis bon, il y a eu ce coup de pas de chance ou de coup de chance, peu importe, le drapeau rouge. Et ça, effectivement, ça change complètement la physionomie de la course. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, je viens à cette histoire de drapeau rouge. Oui. Mon ami Julien Febro a dit « Ah, mais c'est les pilotes de F1, ils savent ce qu'ils font, laissez-les courir, laissez-les courir. » Je suis d'accord avec lui. Mais quand on se plaçait du côté de la FIA, et Dieu sait, vous êtes tous mes témoins que la je FIA, confirme. je m'en occupe à chaque fois que je peux les massacrer, je les massacre. Là, je me mets à leur place. De leur cabine, ils ne voyaient absolument plus rien. J'ai parlé à un ingénieur de la FIA, il dit « Mais tu ne peux pas savoir, on ne voyait même pas les voitures. » C'est pour ça qu'on a mis le drapeau rouge, parce que s'il se passe quoi que ce soit, malgré tout, il faut quand même qu'on voit. Et là, le drapeau rouge, il coupe la course en 2. Les 3 qui n'avaient pas fait d'arrêt, ils ont un arrêt gratuit. Hein, c'est les 2 Alpines et puis Max. Et donc, ils repartent en tête et c'est fini. La course est finie. Alors, Norris dit, il a eu de la chance. Oui, c'est vrai. Justement, voilà, ouais. Mais enfin, il a eu de la chance, mais ça, partie c'est de la la course course. aussi. Voilà. Parce que c'est vrai on voulait y venir juste après, il y a deux points de vue différents. T'as Norris qui dit, il a eu de la chance, on dirait il est vraiment pas fair play, et que, comme s'il minimisait alors qu'il a fait une vraie performance, il est parti de super loin pour gagner. Oui. C'est monstrueux ce qu'il a fait, Verstappen. Je suis pas pro Verstappen, mais il faut Non, avouer non, que là, non, mais justement, waouh, c'est hyper impressionnant. Moi, je suis ni pour les uns ni pour les autres, mais il faut constater la perf qu'il a fait, effectivement, en partant 17e, même si les circonstances étaient pour lui et tout. 17e, sous la pluie, il faut... Et tu penses quoi, du coup, des dires de Norris en comparaison à Lewis qui dit que lui, c'est la meilleure victoire de tous les temps sur ce circuit, même en parlant d'un autre duel, Fabien, je Le crois. sien, de sa victoire de C'est ça, 2021. c'est ça. Il comparait même à sa victoire de 2021 qui dit que... C'est au-dessus. Ton avis là-dessus, Eh bien, Jean-Louis? oui, moi, je suis d'accord avec lui aussi. Je suis d'accord avec ça. Oui, mais d'avoir 2 points comme ça, et je trouve ça Très ultra pas Non. fair play, quoi. Non, mais je veux revenir sur Norris, qui, je pense, maintenant, comprend que tout ça, ça lui a un peu échappé, Ah oui, ok. et qu'il est un peu amer de tout ça. Et là, c'est dommage, parce que c'est un type souriant et tout, mais là, s'il rentre dans ce jeu-là, c'est fichu. Déjà, ils se parlent plus trop, ils étaient copains. On sait ce que c'est que l'amitié en Formule 1. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, c'est là. Oui. Un bon Alain exemple. Prost, Ayrton Senna au bout d'une année, voilà, par exemple. Ouais. Donc, mais il ne faut pas qu'il tombe dans ce cadre-là. Il faut qu'il prenne les choses avec philosophie. Tant pis, il aura une autre saison possible pour être champion du monde. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu ne penses pas que Norris se soit écroulé en deuxième partie de course, justement parce qu'il s'est dit la chance qu'il a eu, Max, et il s'est écroulé en deuxième partie de course parce qu'il s'est écroulé après. Une fois que le drapeau rouge, Psychologiquement, oui, c'est pense qu'il possible. s'est écroulé, C'est hein. possible. C'est possible. C'est là où les grandes stars. Et parce se qu'il n'a jamais été débrouillent champion. à rester costaud. Bah oui, je sais. Mais c'est là où les grandes stars se débrouillent et font leurs traces. Tout seul. Effectivement. Adrien, ton avis, toi, sur le double opinion des pilotes, toi, tu le vois où? Oui. Non.
Un peu dur, Je pense peut-être, Norris. non, mais je pense que Norris a réellement pris conscience des choses tard dans la saison. Je pense qu'au début, il s'est dit oh, c'est ouf ce qui se passe. Ah, mais c'est ouf ce qui se passe. Et il y a un moment, je pense qu'il a peut-être pris réellement conscience des choses sérieusement un peu tard dans la saison. Et en fait, j'associerais ce qui se passe à un écart d'expérience. Je parle pas de maturité. Non, d'expérience. expérience. Max, il a 3 titres. Il sait comment ça se passe. Il sait exactement ce qui arrive encore sur les prochains week-ends. Je pense que Norris, il découvre tout ça. Il découvre l'amertume et la pression, l'anxiété que génère une chasse à un championnat du monde. Donc je pense qu'il y a aussi à l'expérience, c'est l'expérience aussi qui est en train peut-être de tourner en faveur de Verstappen. Au-delà de ça, Verstappen est très fort, et surtout sous la pluie. Depuis qu'il est en karting, il a grandi en roulant en kart sous la pluie à Genk. Donc, C'est vrai qu'il sait faire. Combien il gagne de places sur le premier tour? Je crois qu'il en gagne une dizaine. Une dizaine. Non, je suis d'accord avec toi. Tu as raison, c'est la pression. Et ça, c'est les stars ou les champions d'expérience qui savent la gérer. Et effectivement, alors je reviens à l'histoire des 7 points en Hongrie qui vont lui manquer à Norris. Mais bon, en attendant, Verstappen, la pression, il est 3 fois champion du monde déjà. La pression, il sait ce que c'est, effectivement. Et c'est ça peut-être, même sûrement d'ailleurs, qui nuit à Norris, qui est jeune et qui se rend compte que peut-être il faut moins faire la foire à Monaco, peut-être qu'il faut faire autre chose, peut-être qu'il faut avoir une fiancée fixe. Je ne sais pas, j'extrapole. Mais voilà, mais en tout cas, ça joue. Je comprends. Et c'est extrêmement dur, hein, la F1. On ne se rend pas compte pour avoir eu l'occasion de fréquenter. Oui, non, mais évidemment. Pardon, non, mais oui, toi, oui. toi, tu sais parce que c'est normal. Oui. On a été sur les grands prix, on les a vus, mais Exact. les gens qui regardent la F1 depuis derrière leur télé, ils se disent putain, c'est génial quand même. Le mec, il est là, il vit à Monaco, il fait la fête, il monte en un avion, il va rouler dans la voiture, la meilleure voiture du monde. Il va faire un tour en rafale. Il va faire un tour en rafale, il mange dans les meilleurs restos, il doit dormir dans des super hôtels, il rencontre Kylie Minogue sur la grille, trop cool sa vie. Non, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de la pression que c'est, le temps passé avec les ingénieurs. Vous vous rendez pas compte que même Lewis Hamilton, il peut se faire bâcher et mal parler par des ingénieurs, se faire engueuler par son patron. C'est une pression extrême. Vous êtes enfermé dans des chambres d'hôtel. Psychologiquement, c'est très dur. C'est très très dur d'être pilote de F1. Il y a les bons côtés, évidemment. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi des côtés plus compliqués. Et quand vous rentrez dans ce jeu surmédiatique de chasse, et la F1 a besoin de ça. La F1, elle attend ça depuis 3 ans. Il y a enfin un pilote qui soit capable de venir challenger Max Verstappen. Donc là, il monte le truc en épingle. Donc le Lando, il arrive en conf, bonjour. Il y a 80 journalistes anglais qui sont là que pour une chose, dire alors, et puis pour monter le truc un peu en épingle et pour cerner un peu le vrai du faux. C'est compliqué, c'est beaucoup de pression à gérer, en plus de sa pression de pilote. Donc c'est là où voilà, l'expérience, je pense, joue réellement en faveur de Verstappen. Et surtout, comme tu le dis, ils sont là pour choper le truc. Ça se trouve, il a dit 2 pages d'interview et on a sorti juste la phrase où il dit il a eu un peu de chance. C'est tout à fait vrai. C'est compliqué. Moi, je suis d'accord pour l'histoire de la pression. C'est vrai que c'est une vie de rêve. C'est ce que montrent les médias, et notamment la télé. Dire les choses comme elles sont. Mais derrière, il y a autre chose. Évidemment. Il y a une espèce de, pas face sombre, mais il y a une face cachée de travail qui est extrêmement important. Il n'y a pas maintenant un pilote de Formule 1 qui dit tiens, hop, je vais voir le Grand Prix. C'est fini ça. Ça, c'était bon jusqu'en 1955-56. Maintenant, non, c'est vrai. Où c'était des seigneurs qui couraient, bon, allez, on va faire la bringue, etc. Là, maintenant, c'est un métier de force, ça. Jean-Louis, avant de passer, pour terminer au point du championnat, on voulait parler de la boîte au transfert. Oui, mon cher. On a parlé tout ça avec Adrien. Ah oui, Hors, tu m'intéresses là. Hors antenne, oui. Ça m'est arrivé moi aussi, comme ça m'est arrivé à mes amis de Canal, Colapinto pourrait rester chez Williams et Sainz allait remplacer notre ami Pérez chez Red Bull. Tu serais fou. Donc ils se sont dit quoi, ils se sont dit Colapinto finalement, c'est pas si mal que ça et... Il fait des bêtises, Colapinto, il en a fait là. Il tape trop, c'est le cas de le dire, il tape trop dans la voiture. Ouais. Et il a beaucoup tapé aussi. Mais enfin, quand même, pour un gars qui arrive comme ça, sans tambour ni trompette, il est assez rapide. Quand même. Et comment ça se passe? Parce que pour moi, c'était acté, comme on parlait du changement de motoriste de Renault vers Mercedes pour Alpine. Comment Sainz pourrait partir chez Red Bull? Ça se rachète? Il rachète le contrat, ça c'est rien, non. Ce qu'il y a, c'est que Red Bull voit bien qu'on va y venir. Ils sont 3e pour le classement des constructeurs. Et je rappelle, chaque fois, c'est le classement des constructeurs qui distribue l'argent. C'est pas le classement des pilotes. C'est le week-end d'Alpine, là, 2e et 3e, ça va tomber les dollars. Non, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on remonte en championnat de donc, il s'aperçoit bien chez Red Bull que Pérez, malgré toute la gentillesse qu'on éprouve pour lui et tous les sentiments, ça tient pas le coup. Ils n'ont qu'une voiture. Ils ont
une voiture. Ils se battent contre des gens qui ont 2 voitures. Ouais. Et donc, il faut que ça change. Et si on prend quelqu'un comme Sainz, au moins Sainz, il laisse pas sa part au chien. On voit bien Incroyable. qu'il s'est attaqué. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'on n'aura pas encore le même problème? Parce que tous les coéquipiers de Max n'ont pas réussi à conduire la voiture de Max. Parce qu'il n'y a que Max qui sait conduire cette Eh voiture. bien, justement, je pense que l'Hidalgo, il est capable de leur dire, je veux la voiture comme ça et comme ça. Faites celle de Max comme ça, et la mienne, je la veux comme ça. Ce serait fou. Ton avis, Adrien, là-dessus, toi, tu le vois, Sainz arriver chez Red Bull, ce serait le duo En fait, en d'enfer, là. soi, en étant très pragmatique, oui. Je trouve que c'est un move très intelligent de la part de tout le monde. Bien sûr. De toute façon, maintenant, de partir chez Williams, c'est commencer à amorcer un début de C'est ça. retraite. Ça me fait mal de le dire, mais Mais, voilà. C'est quand même plus sympa de faire sa retraite en faisant des podiums et des victoires chez Red Bull qu'en... Il sait aussi que si à tout moment la voiture est capable de gagner et que Max a un problème, c'est lui qui gagne. Il est bon. Et s'il arrive à rouler la voiture. Donc, théoriquement, c'est un bon move. C'est un bon move aussi pour Williams de garder Colapinto parce qu'ils viennent de mettre le doigt sur un jeune qui visiblement roule très bien. Donc, la preuve, tous les junior teams sont déjà allés voir McLaren en disant mais du coup, vous faites quoi? Vous le gardez ou pas? Donc, la preuve qu'il y a de l'intérêt pour lui. Donc, c'est bien. Moi, le seul truc qui m'embête, Voilà, je sais où tu vas venir. c'est que moi, j'aurais. Enfin, je sais pas que j'aurais, c'est que j'aimerais et je crois beaucoup en Isaac Hadjar. Mhm. Je le connais très bien, je le connais depuis 2016. Je connais, il était moins haut que le bureau. C'est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a un mental incroyable, qui a un coup de volant comme j'en ai pas beaucoup vu. Et si demain on doit dégager Pérez, bah, le fait de faire monter ou Tsunoda ou Lawson, bah, c'est vrai que j'aurais été content de voir Isaac chez Racing Bulls. Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage. On sait que cette écurie sert à ça, c'est aussi à propulser vers l'écurie mère. Et Ouais, c'est un mais peu après- dommage, c'est double punition là. Pareil, je travaille avec Yuki, donc j'aime beaucoup Yuki en plus, hein, c'est un super mec. Ça m'embêterait de voir Yuki finalement, après tout ce qu'il a fait pour se montrer, finir par les signer un contrat de numéro 2 chez Red Bull. Bon, officiellement, il dit que c'est ce qu'il attend. Moi, j'y crois moyen. Yuki en numéro 2 chez Red Bull, voilà, la gestion humaine, elle va pas être facile. hein. Oui. Mais Sainz aussi. Sainz, il déjà chez Ferrari, il a du mal à laisser passer Charles quand il y avait le Non, je championnat pense en que jeu. je pense que la gestion sera moins dure avec Sainz qu'avec Yuki. D'accord. Mais à la limite, faites monter Lawson, moi ça me va. Mais non, mais c'est en fait, en étant juste en regardant le truc factuellement, le Sainz, c'est un super move. Ils ont un super duo chez Racing Bulls. Mais de cœur, bah, j'aimerais bien quand même qu'il y en ait un des deux de chez Racing Bulls qui aille chez Red Bull juste pour avoir Isaac chez Racing Bulls. Mais du coup, c'est bien, c'est que, je vais dire une grosse connerie, c'est juste pour rigoler. Du coup, vu que Sainz pourrait ne pas aller chez Williams, du coup, ce sera le retour de Ricardo. Non, je vais ajouter quelque chose. Je pense que Sainz, il a l'étoffe. Il n'a plus Ouais, Pérez. ouais. Il a l'étoffe pour pouvoir résister un peu et puis préparer sa propre voiture. Tout à Ça, fait. c'est quelque chose. Parce que jusqu'à présent, je reprends l'exemple de Pierre Gasly que j'aime beaucoup. Quand il était avec Verstappen, c'était un bagne pour lui. Mhm. Parce qu'il était jeune et il ne pouvait pas en plus dire non, je voudrais ci, ceci ou cela. C'est vrai. Tandis que Sainz, il a de quoi, premièrement. Mais attention les enfants, n'oublions pas que l'équipe Red Bull, elle est pour l'instant dans une espèce de tourmente entre d'un côté Christian Horner, de l'autre côté Helmut Marko et le père de Max, qui est Jos Verstappen, un vieil ami à nous. Et donc, attention à ça, parce que dès que Christian Horner a dit « Ah, mais ça serait pas mal qu'on ait Sainz avec nous, Ouais. etc. », Marco, dans la seconde, a dit « Non, non, il est gentil, mais les pilotes, c'est moi. » Alors, on voit bien que les dissensions, depuis le début de cette année, ne se sont pas arrangées. Donc, il faut faire attention à cela. Très bien. Avant d'éviter de laisser trop sécher trop longtemps Rémi devant son téléphone, les points au championnat, et d'ailleurs, j'allais dire, du va les coup, voir. Alpine, ils sont remontés de la Oui, ils carrière sont à sixième. Incroyable. Pour Incroyable. aller voir. Faisons les points là, au championnat Et voilà, constructeur, du coup. constructeur. Ça, ben voilà. Donc, la Ferrari, ils ont perdu une voiture, donc ils se sont fait un peu rattraper par Red Bull, mais enfin, quand même, McLaren roule en tête. Et ça, c'est pas si mal que ça. Sur 3 Grands Prix, ils peuvent arriver à l'avoir, le titre mondial des constructeurs. Et je le répète, c'est celui qui paye le plus. Enfin, qui paye tout, d'ailleurs. Eh oui, effectivement. Ah. Et aux pilotes, Et les pilotes, on va les voir là. Eh oui. Normalement, voilà. Max, il n'y en a plus que 2. plus que 2 points. Mais en gros, c'est 62. fait, quoi. 2 points, Il faut 2 c'est points. fait en 3 Grands Prix. Ou alors, il faut 3 catastrophes. Ouais, ça n'arrivera jamais. Il pourra en Non, arriver 2, mais j'espère. 3, ça paraîtrait J'espère que ça n'arrivera improbable. pas. Merci mon cher Jean-Louis. Nous passons tout de suite à la moto avec Rémi. Rémi qui ne dort pas. Attention, je lance la virgule, c'est à toi. Réveille-toi, tout de suite. Rémi, réveille-toi. On va parler avec toi. Tu es en direct de Malaisie. J'espère que tu... Ah oui, c'est bon, il est réveillé.
Alors du coup, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 jours pendant ton GP, c'était rarissime. Quelle température au sol il fait là-bas? Ça a monté jusqu'à 55 degrés. C'était la 18e fois que je venais en Malaisie, parce que quelquefois on y venait pour les fameux essais du mois de février. À un moment, on était à 55 degrés au sol. Énorme. C'est énorme. Ça devait être très compliqué. Tu voulais nous parler de Michelin, un package Michelin. Est-ce qu'il a fonctionné dans ces conditions, justement? Bah, ça a tout à fait fonctionné. Après, l'avantage qu'ils ont, c'est que sur ce circuit-là, donc ils viennent au mois de février, donc ils avaient toutes les données. Le fait qu'il n'y ait pas plu aussi, bah, ça a bien aidé. Il y a un tout petit peu bruné sur la première course, la course sprint, qui a donc été remportée par Jorge Martin. Et Pecco Bagnaia est tombé. Donc à ce moment-là, il y avait 29 points d'avance. Donc sur la course longue, il était titrable, Jorge Martin, pour la première fois de sa carrière. Ah, ça devait être énorme quand même. Et là, c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est que tu me l'as dit, tu as pu assister vraiment à l'inside de tout ce qui passait dans les stands chez Michelin. Tu as pu assister à au montage des pneus, les démontages, aux équipes. Comment ça se passe justement dans cette fourmilière Michelin et pour tous ces pilotes? Alors là, c'était vraiment facile pour eux parce qu'ils avaient l'espèce de box dans lequel ils sont installés, les techniciens, juste à côté des monteurs. Du coup, dans les monteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait Nicolas No. Vous savez que je vais vous amener un jour Stefano, la fameuse pilote qui a été déclarée quasiment morte pendant 5 heures sur un circuit en France. Mais j'ai découvert que son frère, qui est passionné, était monteur là. Donc il y a 10 monteurs, 6 techniciens, 2 développeurs. Et sur les 6 techniciens, il y en a 2 que je connaissais très bien. C'est Christophe Robert, ex-Suzuki, qui travaille maintenant. Il n'a pas de chance, le pauvre, pour le Honda HRC et l'équipe LCR de Johan Zarco. Il a de la chance parce qu'il s'entend bien avec lui, mais Honda, c'est la catastrophe. Et Jean-Christophe Catalano, lui, il a quand même de la pression. Il est avec l'équipe Ducati, donc il a vraiment la possibilité d'être champion. Mais comme il dit, il ne faut pas qu'il se trompe de pneus ou qu'il y ait un problème de pneus. Vous savez que la dernière, il y avait quand même Jorge Martin. C'est la seule fois où il y a un pilote qui a protesté depuis 2 ans. C'était parti au Qatar. En fait, il s'est révélé qu'il n'y avait aucun problème sur le pneu. Bon, est-ce que tout est dévoilé dans les secrets de Michelin? Est-ce que tu as vu des trucs que tu peux ne pas dire, des trucs que tu peux dire? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? En fait, on m'a demandé, alors déjà dans le paddock, vous savez, on n'a pas le droit de faire de vidéos, tous les box, mais on m'a demandé de ne pas prendre de photos où on pouvait voir les ordinateurs des monteurs notamment. Et il y a un jeu, à un moment, je l'ai félicité, et Piero Taramasso aussi. Quand je me suis approché de lui, c'était un de ceux qui ne me connaissait pas, donc il n'avait pas confiance. Et direct, quand il m'a vu sortir mon téléphone, direct, il a reclaqué son ordinateur pour le refermer. Il faut savoir une chose, c'est que j'avais été surpris à l'époque, pendant un petit moment, en Grand Prix, quand il rentrait le samedi, aller faire des pneus pour les envoyer pour le dimanche matin en Angleterre ou aux Pays-Bas pour la course Michelin. Ils avaient fini par prendre un garde du corps, un vigile le soir, et j'avais demandé pourquoi. Et en fait, vous savez, les petits dépôts qu'il peut y avoir de pneumatiques, Oui. de rien du tout, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait quelqu'un, une marque concurrente, que je ne citerai pas, de toute façon, ils n'en étaient pas sûrs à 100%, qui venait soit la nuit, soit après le départ des équipes Michelin, là où il y avait l'emplacement, pour tout collecter, pour rapporter le tout petit peu de dépôt de gomme, pour aller espionner, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait comme composant dedans. Ah, c'est fou. Bon, du coup, on n'en saura pas beaucoup plus sur les secrets, mais je crois que Jean-Louis a une question pour toi. Non, je veux rappeler simplement que Bridgestone avait été pris sur le fait en ramassant des bouts comme ça en Formule 1, des petits bouts de Michelin. Donc je referme la parenthèse. Bon, mon cher Rémi, tu voulais me parler de Moto 2 justement, avec Marc VDS. C'était quoi le sujet brûlant? Le sujet brûlant, c'était de savoir si Tony Arbolino allait gagner à nouveau, puisqu'il avait gagné ce Grand Prix il y a 2 ans pour l'équipe Marc VDS. Là, il a fait 5e, et c'est son futur coéquipier, c'est celui qui va le remplacer, Jack Dixon, qui a terminé devant lui 4e, parce qu'il ne va pas conserver sa place, à la différence de Philippe Salac. Il a quand même fait une belle course, et c'était une course assez incroyable, parce que c'est absolument imprévisible, les 3 pilotes qui allaient terminer sur le podium. Celestino Vietti qui a gagné devant Jorge Navarro et Izan Guevara, donc c'était introuvable. Sachez que Jorge Navarro, et je vais poser la question en conférence de presse du coup, je lui dis mais comment tu peux réussir à revenir en Grand Prix là et à faire 2e alors que le Mondial Supersport est considéré pratiquement comme la catégorie B. Ça fait 2 ans que tu ne fais rien, tu étais dans l'équipe 10K, tu n'as fait aucun résultat et là tu manques de gagner la course. Il m'a dit écoute franchement voilà, il faut avoir tout qui se mette en place, il faut s'entendre. Et d'après ce que j'ai compris à demi-mot, ce qu'il a dit, il ne s'entendait pas avec les Néerlandais parce que c'est que des Néerlandais dans la grande équipe TNKT qui a pourtant fait gagner Charpentier, Ah oui, Fabien Forêt, Ugrid, Vermeulen. Il ne s'entendait pas du tout avec Donald. très bien.
Jean-Louis. Une dernière question. Dis-moi, Rémi, si par hasard il n'y avait pas de Grand Prix d'Espagne, puisqu'on sait que Valence c'est fini et que Barcelone n'est pas encore tout à fait dans les clous, ça voudrait dire que Martin est champion du monde? Oui, mais alors là, je peux vous dire, j'ai vécu avec le président de l'IRTA, avec Hervé Poncharal, il y avait le président de la FIM également qui lui voulait que ce soit maintenu à Valence, mais c'était impossible. J'ai vécu tout le déroulement des décisions pendant 4 jours. Ça sera à Barcelone, c'est une certitude. Ah. Il n'est pas question du tout qu'il n'y ait pas de dernier Grand Prix à cause de ce drame qu'il y a eu à Valence. Ça serait pas possible. La Dorna va se décarcasser pour le faire. Simplement, ils vont essayer de le faire à la même date qui était prévue à Valence, parce que sinon, c'est au mois de décembre. Et là, avec la météo, même si on est en Catalogne, ils ont essayé à un moment d'en faire un deuxième en Malaisie. Mais là, Michelin a dit, mais attendez, nous, pour envoyer les pneus, le faire la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est pas possible. Après, ils se sont dit, on va se rabattre sur le Qatar. Et ils se sont rendus compte que c'est pas jouable non plus. Et donc, la meilleure solution, c'est de le faire non pas à Valence, mais ce sera Barcelone, messieurs. Effectivement, et c'est ce que j'allais te demander, si c'était les mêmes dates, mais tu as répondu à ma question avant même que je te la pose. Je t'avais dit pas d'actualité, mais comme j'ai pas suivi, qui a gagné le Grand Prix? Et je crois qu'il y a eu un gros fait de course avec Miller, je crois, non? Oui, voilà. Alors là, il y a eu un crash dans le premier virage, au bout du premier virage, avec 3 pilotes impliqués. Il y en a 2 qui sont pas repartis, c'est Binder, le Sud-Africain, et Jack Miller. On a eu peur pour lui à un moment, puis très vite, ça a été filmé. Donc généralement, quand c'est filmé, c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas de sortie. En fait, ça veut dire pour lui aussi, malheureusement, Fabio Quartararo qui était impliqué dans ce crash, mais il a pu repartir. Et si je me souviens bien, il a fait une belle course, et qu'il a terminé effectivement 6e. Johan Zarco, comme d'habitude, premier pilote Honda. Et alors la veille, il y avait Pecco Bagnaia qui est tombé. Donc, du coup, Martin a pris 12 points. Il avait 29 points d'avance. Il était titrable. Et là, hop, elle est quand même plus puissante sur les longues lignes droites, la 2024, la Ducati. Et il a pu sans problème s'imposer. C'était le favori. Il a gagné devant Jorge Martin. Donc, il n'y a plus que 24 points d'écart. Ça fait quand même beaucoup. Et on rappelle que pour la course de Barcelone, il restera 37 points. Donc, bon, c'est quand même encore plus ouvert que dans votre Formule 1 où c'est quasiment fait pour Verstappen, et tant pis parce que je l'adore. Mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'une fois c'est l'un qui tombe, Martin, une fois c'est Pecco Bagnaia, donc il y a quand même un petit suspense à Barcelone. Voilà. C'est très bien. Avec quel professionnel, comme je lui ai dit, surtout pas d'actualité, je le lance là-dessus, bim, et il est en quille et tout. Voilà, le professionnalisme. Merci Rémi. On va te laisser passer une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend, c'est toi qui nous le dis. On se voit très bientôt sur le plateau. Allez, on se voit très bientôt. C'est un petit peu calme quand même, Kuala Lumpur, pour sortir. Très bien. Bon, c'est bien. Moi, tu vas pouvoir te reposer. Une petite badoie et au lit. Merci Rémi. On continue, les amis, avec une page pour une fois n'est pas bitume, pour la NASCAR. C'est parti. Le mec, il fait tout. Il fait invité, chroniqueur et tout ça. Adrien, la NASCAR. Enfin, NASCAR. C'est vrai qu'il ne faut pas dire la NASCAR, c'est une marque. Oui, tu peux dire NASCAR. Du moment que tu dis pas le NASCAR, ça va. Non, ça va. Ouais, c'est comme le Wi-Fi ou la Wi-Fi. Là, ça va. Ouais, la NASCAR. La grande finale, c'est ce week-end. Quelles surprises nous attendent? En NASCAR, Ouais. Le truc avec les rednecks et les Voilà, néoclons, c'est ça. comment ça quelles surprises nous attendent? Voilà, t'as 3 heures devant toi. Là. C'est ça, ouais, Oui. ouais. La NASCAR, ce week-end, c'est la finale. Il Ok. faut savoir que depuis quelques années, on a des playoffs qui se déroulent en 4 rounds. Et ça y est, on a les 4 finalistes, 4 pilotes vont se battre pour le titre de champion. Les autres pilotes courent aussi, parce qu'après, il y a toujours la prime, tout l'argent à gagner. Ils seront toujours 43 au départ. Mais seuls 4 pilotes peuvent gagner le titre. C'est la finale, ça sera à Phoenix. Seulement cette année... L'Oval. Oui, l'Oval. Ouais, Phoenix, l'Oval. Oui. Il est court, hein. Il est assez court, Oui, depuis oui, quelques années, il est assez court. Phoenix, on va là-bas parce que on est sûr qu'il va pas pleuvoir. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est vrai que même à Miami, Sauf si je parfois, viens. on a eu des Il peut pleuvoir. ou avoir des inondations. C'est ça. Il faut savoir que cette année, c'est un petit peu la controverse. C'est la controverse parce que le premier pilote qualifié pour la finale, c'est Joey Logano. Joey Logano est qualifié parce que Alex Bowman, pilote de la Hendrick, a été disqualifié. Donc, il est qualifié sur tapis vert. C'est pas forcément le pilote qu'on attendait le plus dans le Final Four. Le deuxième pilote qualifié, c'est celui qui est avec la combinaison noire avec Mark Ebist, c'est Tyler Reddick. Lui, c'est énorme le sujet autour. Il roule pour l'équipe de Michael Jordan et Denny Hamlin. Cette équipe, elle vient d'attaquer la NASCAR en procès, Wow. en justice. Elle attaque la NASCAR en justice. Il y a un procès énorme parce qu'en fait, la NASCAR alloue de l'argent aux équipes, ce qu'on appelle les charters. En gros, vous signez un contrat avec la NASCAR, ils vous rétribuent une partie, un petit pourcentage des droits télé, et en échange, ils vous octroient une place assurée sur la grille.
Seulement, l'équipe de Michael Jordan a dit non, nous on veut plus. La NASCAR a dit non, ils ont dit si. Ils se sont jamais mis d'accord. Au bout d'un moment, la NASCAR a entériné le truc parce qu'au bout du compte, la famille France, c'est un peu eux les patrons. Hein, c'est voilà. Donc ils ont dit si, maintenant c'est comme ça, point. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ben, ils ont dit non, on n'est pas content, c'est pas pareil, c'est procès. Donc l'équipe de Michael Jordan est en procès avec la NASCAR. Et pour résultante, c'est que l'année prochaine, leurs voitures ne seront pas qualifiées d'office sur les courses. Et une des principales courses où il y a plus d'engagés que de pilotes sur la grille de départ, c'est le Daytona 500, la plus grande course de NASCAR à l'année. C'est la première course. Et là, ça se trouve, l'équipe de Michael Jordan peut gagner le titre avec Taylor Reddick et dans 3 mois, ne pas avoir de voiture sur la grille de départ, de pas avoir de voiture qualifiée sur la grille de départ du Daytona 500. C'est énorme ce qui se passe autour de l'équipe de Michael Jordan. Ils sont 2 équipes à avoir attaqué en procès la NASCAR. Michael Jordan et la Front Row Motorsport. Mais ils avaient signé pourtant début de saison, ils savaient. Ils n'ont pas signé, ils ont signé il y a 3 ans. La renégociation se fait tous les 3 ans. Ah. Et là, là, ils ont estimé qu'ils n'étaient pas d'accord. Là, les droits, il y a des nouveaux diffuseurs qui sont arrivés, comme Amazon. Le contrat de la NASCAR avec Amazon est énorme. Le problème, c'est que NASCAR, ils sont tellement contents qu'ils ont un peu dévoilé les chiffres. Et derrière, Michael Jordan, c'est un malin. Il a dit ouais, moi sur ce chiffre-là, je sais combien on peut prendre. On peut prendre bien plus que ce qu'il nous donne. Ah, donc c'est là. Et puis Michael Jordan, c'est un businessman. Il connaît un peu. Trop fort rien. Il faut savoir que Michael Jordan avait déjà eu ce genre d'affaires en NBA. Il avait un peu aiguillé aussi des franchises dans ce type de procès. Et que d'ailleurs, c'est un avocat des franchises NBA qui est en train de traiter le dossier pour Michael Jordan contre la NASCAR. Ah bah ils sont morts. Si c'est le même qui a fait le même pour son contrat pour les Jordan chez Nike, je pense qu'ils ont des soucis à se faire. Mais alors, est-ce que c'est fini ? Ben non, comme il fallait plus de polémique, hier soir, course à Martinsville, dernière course des playoffs pour avoir les 2 derniers qualifiés. Eh bien, dans les derniers tours, Chevrolet a demandé à 3 Chevrolet de se mettre côte à côte comme ça, de faire un mur, de bloquer tous les pilotes pour pas que William Byron perde encore plus de place. Il était en difficulté. Il allait perdre trop de positions par rapport à Christopher Bell. Donc, on a demandé aux Chevrolet de bloquer, un peu antisportif, les pilotes pour que Byron soit protégé. C'était pas beau du tout. Seulement voilà, du coup, voyant ça, Toyota a contre-attaqué. On a demandé à Wallace, l'autre pilote de chez Jordan, de ralentir pour que Bell gagne une position et se qualifie. Ça a été chaud. Il a réussi à passer Wallace dans le dernier tour de la course. Donc il gagne une position, qualifié. Seulement voilà, il se loupe, il va contre le mur, il accélère. Vous vous rappelez de ce move de Chastain il y a 2 ans ? Oui, contre le rail, là. Et ben il fait le même move, sans le vouloir, mais il fait le même move. Il reste accéléré contre le mur pour rester devant Wallace et se qualifier. Pour ce move qui depuis est interdit, il a été disqualifié. William Byron est donc qualifié sur tapis vert. Ce qui fait que sur 4 pilotes qui peuvent gagner le championnat, on en a 2 qui en fait ont eu leur ticket sur tapis vert et pas sur la piste, et un 3e qui est en procès avec la NASCAR. C'est génial, c'est ça incroyable. Va sinon, tout se passe bien. Incroyable, merci pour cette anecdote. Voilà, donc ça veut dire que finalement dans l'Holo, le seul qui pourrait être un beau champion, c'est Ryan Blaney, qui court pour un 2e titre consécutif puisque c'est le champion en titre. Juste une question, Adrien. Finalement, au total, ça fait combien de courses cette année 36 courses quand même, de championnat, lourd. Dont c'est moins qu'avant, 26 de saison régulière Oui. et 10 de play-off. Et d'ailleurs, je vous le conseille parce que je l'ai vu ce docu un peu comme Drive to Survive sur Netflix sur NASCAR. C'est en train de tourner la saison 2 d'ailleurs. Ah bah, ça m'étonne pas. Ouais. Et il y a, du coup, tu parlais de l'équipe Jordan et il y avait un pilote. Il roule pour une équipe concurrente et il est patron associé d'une équipe concurrente du monde, tu en parles. Denny Hamlin. Et du coup, il était emmerdé parce que s'il finissait premier, il avait le titre. Et si l'autre était son équipe, il pouvait aussi avoir le titre. C'est complètement fou. Denny Hamlin, c'est le copropriétaire de l'équipe de Michael Jordan. C'est le patron de Tyler Reddick qui va peut-être être champion. Et donc, il est pilote en NASCAR et il fait partie des patrons qui attaquent donc la NASCAR en justice. Et je crois que sa femme, elle est la sœur d'un des pilotes non, aussi. ça c'est William Byron, Oui, que vous avez à droite avec la combi blanche, qui lui roule pour Hendrick, donc qui vient d'avoir son ticket sur tapis vert. Sa petite copine est la sœur de Ryan Blaney que vous voyez à gauche. C'est les feux de l'amour Ouais, NASCAR. et on rappelle, Byron, c'est un sim racer aussi. Ouais. Ah oui, j'ai vu les sim Mais racer. vraiment, je vous le recommande, le Netflix là-dessus, c'est super bien. Ah non, mais la série Netflix est assez cool. Hein. Tu peux nous dire, toi, tu connais un peu mieux la NASCAR. Elle est très réaliste. Autant Drive to Survive, aujourd'hui, on peut peut-être critiquer la mise en scène. Oui. Pour le coup, elle est quand même Mais regarde comment ça va être bien réaliste, quand hein. Ricardo va revenir chez Williams, ça va être incroyable. À moins que Ricardo vienne en NASCAR. Ah, ça
Oh, laisse-moi. Il veut pas faire d'ovale, Ricardo, c'est ce qu'il avait dit. Ouais, enfin, Ouais. puis moi j'en connais des pilotes d'IndyCar qui ont dit qu'ils voulaient pas faire d'ovale et qui maintenant essayent de faire une Indy 500. On est bien d'accord. Oui. Comment il est couronné le pilote gagnant justement parce que les playoffs. Parle-nous comment ils sont qualifiés, surtout comment ça se passe pour la dernière course parce que c'est un peu Alors ils vont dans spécial. une archipel à Rouen, Ah, il y a c'est bien, ça. l'archiduc qui met une couronne comme ça. Comment il est couronné le premier qui finit devant les autres? Là il n'y a plus d'histoire de points. C'est le premier devant les trois. C'est-à-dire qu'il peut finir 7 si les autres font 8, Exactement. 9, 10, il gagne. Exactement. Alors c'est D'accord. vrai que ces Ah, dernières cool. années on a souvent, mais pas tout le temps, le champion qui gagne la course. Mais il y a 2 ans c'est Ross Chassin qui a gagné la course, mais c'est pas lui. Ça qui peut avait- arriver qu'ils abandonnent tous les 4 et Bah, dans ce cas-là le dernier qui abandonne gagne la course. même dans peu Il n'y probable. a jamais d'ex-aequo en Et si NASCAR. Non, non, les 4, ils peu abandonnent, il se probable, passe quoi mais un Big Bah, One avec les le 4. dernier qui a abandonné est titré champion. Oui, mais si D'accord. les 4 sont dans le même Big One. Dans le Big One, il y a toujours un classement et au pire, on prend le classement du tour d'avant. D'accord. Tu vas pas le coincer. Non, mais oui, mais il faut le savoir. Oui, mais tu vois, bien, Non, c'est non, bon. c'est vrai, non, mais t'as raison. Mais s'il y a un Big One, on va prendre le résultat du tour d'avant. Ils vont être classés sur le Tour d'avant, d'accord. Et ils vont être, et c'est ça qui définira qui est champion. C'est Il n'y a pas de bien. Big One à Phoenix parce que c'est vrai que Bon c'est de un savoir. petit circuit. Oui. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait un champion qui amplifie la polémique. Ah oui. Oui. C'est surtout ça. Alors jusque-là, celui qui était vraiment visé, c'est Logano, parce que Logano, en fait, a été champion uniquement parce que Bowman a été disqualifié. Bon, maintenant, ce qui s'est passé avec Byron, c'est pas très beau non plus. Mais aujourd'hui, on aurait aussi pu parler d'une énorme polémique, c'était qu'il n'y ait aucune Chevrolet en finale et aucune voiture de chez Hendrick. Hendrick est un des 2 géants de Ouais. la NASCAR. Hendrick est l'équipe qui surdomine tous les ans, si ce n'est peut-être un peu moins cette année et encore. Et le fait qu'il n'y ait aucun pilote Hendrick, sauf sur tapis vert, lors de la finale, là aussi, hein, c'est un sujet, on pourrait en faire pendant des heures. Parce que normalement, ils en ont plusieurs en plus. Hendrick en finale. Hendrick, ils sont 4, mais le fait que Larson ne soit pas en finale, c'est un choc, hein, c'est énorme. D'ailleurs, c'est la première fois depuis qu'il a été champion qu'il n'est pas qualifié pour la finale. Chase Elliott qui n'est pas qualifié. Bowman, pour le coup, à la limite, c'est peut-être un peu moins une surprise. Mais le fait qu'on ait surtout Larson faisait une très très grosse saison. Larson n'a pas gagné la saison régulière uniquement parce qu'il n'a pas eu les points lorsqu'il a fait l'Indy 500. Sinon, il aurait pu être champion de la saison régulière. Donc là, le fait que Larson ne soit pas qualifié, c'est un peu un coup de tonnerre aussi, hein. D'ailleurs, c'est le D'accord. premier grand perdant de toute cette mascarade un peu d'hier soir. Et pour terminer, avant de partir sur ton interview, je voulais juste parler de sécurité. Il y avait eu des soucis avec la génération 7. C'était réglé, ça, ce problème? C'est réglé, c'est pas encore parfait, les voitures se retournent encore, les pilotes encaissent encore beaucoup les jets encaissés, mais ça va dans la bonne direction. Moi, je tiens à dire que je trouve que cette voiture est réussie. On a beaucoup se tapé dessus avec Philippe Giraud et Patangeli, avec qui on commente ouais. la NASCAR sur Automoto la chaîne. La première année, on n'avait pas hésité à un peu monter au credo et dire voilà, il y a un problème, cette voiture est dangereuse. Je trouve que la NASCAR a bien réagi. Aujourd'hui, on a une voiture qui, je pense, quand même, malgré tout, est la plus sûre de toute l'histoire de la NASCAR. Il faut quand même malgré tout le dire. Elle a des défauts, mais c'est la plus sûre. Et surtout, on a une voiture qui est extrêmement spectaculaire, qui arrive après 2 générations de NASCAR. Bon, la dernière encore, ça allait, mais celle d'avant avait failli tuer le sport, hein, littéralement. Ouais. Donc, je trouve ça très bien. On a quand même réussi à avoir une voiture qui a recréé du spectacle sur les speedways d'Amal 5, une voiture qui est sympa sur les routiers, qui est incroyable sur les super speedways. Oui, c'est vrai que c'est sur routier, ça Mais- fonctionne mais, maintenant. mais là, ça marche surtout. Un peu moins sur les short tracks, mais globalement, Ouais. cette voiture est très spectaculaire. On a une saison absolument incroyable. On a encore battu cette année le nombre de vainqueurs. Donc, je trouve qu'on a une très belle plateforme. C'est un peu dommage qu'on ait, et quoique, qu'on ait toutes ces polémiques qui viennent tourner autour de la finale. Mais finalement, est-ce que c'est pas ce dont avait besoin la NASCAR pour qu'on parle C'est d'elle? vrai. Mm. Est-ce que tu as un événement d'ailleurs qui t'a marqué cette saison, mais un truc de fou La victoire de Tyler Reddick à Homestead là, dernièrement était quand même incroyable parce qu'il tente un move qui doit jamais passer et qui passe. Et encore une fois, la victoire de Tyler Reddick autour de ce procès, je trouve que c'est énorme. D'accord. Je trouve que l'investissement de Michael Jordan est énorme. Tout le monde a dit il vient au bout de 2 ans, il sera parti parce que ça n'a pas marché. Et non. Aujourd'hui, il a une équipe qui est capable d'être championne. Ce qu'il Ça, a c'est fait, beau. c'est énorme. Tout ce qui se passe autour de ça, c'est énorme. Et après, ouais, mais en fait, tout ce qui se passe principalement autour de ces polémiques, je trouve ça incroyable, toute la ferveur. Moi, c'est un sport que j'aime depuis plus de 20 ans. J'ai vu ce sport légèrement décliner dans les années 2010-2015. Et là, je trouve qu'il regagne renaît. en popularité Ouais. de manière Mm. significative, exponentielle. Et ça me touche beaucoup en positif. D'ailleurs, je tiens à le dire,
Pardon, je vais me faire une petite promo. La finale ce week-end sur Eh oui. Automoto la chaîne. Et on va faire une petite émission, enfin une grosse émission d'ailleurs, avec ce qui s'est passé hier soir. On a décidé de monter à 1h. On va faire une émission d'1 heure. Cool. Avec Philippe Ah Chiraud bon et Patangeli juste avant la course. À quelle heure sur Automoto la chaîne? Ce sera sur week-end sur Automoto la chaîne. Je vais être 100% honnête, j'ai pas les horaires. C'est très bien. Mais si vous avez prévu de regarder la finale, il y aura une émission. C'est le d'1 soir, heure. du coup. C'est le soir, ouais. 21h, c'est Ce sera vers 20h. Je pense que Ouais. l'émission sera vers 20h. Ouais. Très bien, mais on va suivre ça. Une question. Quand tu dis qu'il y a une perte de vitesse de l'audience, est-ce que c'est par hasard parce que c'était surexposé, où il y avait trop de courses? Ça l'a beaucoup été. T'as pu mesurer. Alors, je pense premièrement que la cote, ce qu'ils ont appelé la cote, la Cars of Tomorrow, qui est arrivée en 2007 en alternance et en 2008, a été un massacre pour la NASCAR. C'est une D'accord, voiture qui n'a d'accord. vraiment pas fonctionné. D'accord. La NASCAR, son essence, c'est les super speedway, Oui, Daytona, bien sûr. Talladega. Et les voitures ne pouvaient plus faire ces grands drafts. C'est les Oui. grands drafts. Ils étaient obligés de faire ça à deux. Les courses sur super speedway étaient une catastrophe. Et on a eu des Daytona 500 qui étaient terribles. D'accord. Et je pense que ça n'a vraiment pas aidé. Et puis au fur et à mesure aussi, il y a des légendes qui sont parties. Le départ de Jeff Gordon, de Dale Earnhardt Jr., de bien sûr. Tony Stewart. Et Gordon, il est team manager maintenant. Gordon est directeur sportif, c'est le numéro 2 même de la Hendrick Motorsport. Hendrick, c'est ça. Et ça, c'est récent. Entre-temps, il y a eu le départ de toutes ces légendes qui avaient une grosse cote de popularité. Ça n'a pas aidé. D'accord. On a eu des courses absolument terribles. On a eu des courses à Indianapolis avec des pneus qui crevaient parce que les nouvelles voitures ne fonctionnaient pas avec. Il y a eu toute une série d'événements qui font Ils ont que la fait NASCAR que. a souffert. Et puis les courses sur Speedway, sur les 1,5 mile étaient D'accord. d'un ennui mortel. Et du coup, eh bien, au point qu'on a dû démonter des tribunes sur les circuits. Parce que c'était une anti-pub d'avoir ces grandes bâches sponsors pour cacher les circuits. Donc il y a eu c'est vraiment cette D'accord. voiture qui, pour moi, tout le monde a un peu sa théorie. Moi, je l'assimile vraiment à une génération de voitures qui est arrivée, donc la 5e génération, ce qu'ils appelaient la cote, qui a été terrible pour la NASCAR. Les courses étaient d'un ennui mortel. Les voitures étaient pas belles en plus. Vous savez, c'est cette voiture où ils avaient fait un splitter et un aileron. Immonde. Et en fait, d'ailleurs, ils sont revenus en arrière. Ils ont enlevé le splitter, ils ont remis un béquet. Enfin, ils ont essayé de la rebricoler. Ça n'a jamais fonctionné. Et du coup, je pense que cette voiture a fait beaucoup de mal à la NASCAR. Et une qui a fait beaucoup de bien à la NASCAR, c'est Danica Patrick. Est-ce qu'il y a à nouveau une fille qui est dans la compétition, dans la série? Et parce que c'est vrai qu'une fille ultra jolie et performante comme elle, il y a eu qu'elle. Est-ce que ça a perduré ça? Oui, écoute. Bah alors, il y en a d'autres qui essayent. Pour l'instant, il n'y en a pas une réellement qui se démarque. On a beaucoup parlé d'Hailey Deegan, mais elle a quitté la NASCAR, elle va essayer de rouler en IndyCar. Non, pour l'instant, on n'a pas de féminine qui se positionne vraiment en NASCAR. Par contre, il y a une génération de jeunes pilotes assez incroyables qui arrivent, dont un qui s'est révélé étonnamment au volant d'une LMP2 aux 24 heures de Daytona et qui, derrière, faisait des courses de late model. Et c'est Dale Earnhardt Jr. qui l'a pris sous son aile. Il s'appelle Connor Zilisch. Il a battu Shane Van Gisbergen, la star du V8 Supercar, vous savez, qui roule maintenant en NASCAR. Il l'a battu, Paul, victoire, meilleur tour en course à Watkins Glen. Il va rouler pour Earnhardt. Et ouais, c'est impressionnant. Et là, l'année prochaine, il va rouler à plein temps en Xfinity. C'est un véritable génie. Un génie. Il gagne tout ce qui touche. Il a gagné les 24 heures de Daytona en LMP2 pour sa première course en sport prototype. C'est impressionnant. Ça commence à faire. Bah, en tout cas, la mauvaise nouvelle pour Danica Patrick, qui n'a pas de succession, c'est que mon père, qui est fan de Danica Patrick, va toujours garder ce blouson vert fluo pendant des années encore. Et ça, c'est problématique. C'est collector. Hein. Ouais, mais maintenant, on le repère partout. Tu sais, il arrive, il fait il est là. Ah, c'est c'est celui ça. de Danica. Mais c'est collector. D'accord, je ne savais valide. pas. Ah, voilà. Je valide. Bah, il nous regarde. Hein. GoDaddy. C'est ça. Ah bah, GoDaddy. Ah, voilà. Voilà. C'est le GoDaddy, tout le monde appelle GoDaddy. Bisous, papa. On va parler de toi maintenant. On va passer sans transition sur ta carrière, parce que je le disais, tu es pilote, encore maintenant en GT4 Europe. Et tout ça, ça a commencé en karting. En 98, ça a eu quoi sur l'impact de ta carrière, le karting? Je pense que c'est là que j'ai nourri toute cette passion et que toute ma vie a découlé de ça. Alors, je tiens à dire quand même, préciser qu'aujourd'hui, je suis pilote amateur. Je suis pas du tout pilote professionnel. Je veux pas qu'on me positionne comme il est là en tant que pilote. Moi, aujourd'hui, mon métier, je suis graphiste dans le sport automobile et journaliste pigiste. Je suis absolument pas plus pilote professionnel. C'est vrai que j'ai la chance de faire encore des beaux championnats, de rouler dans des belles voitures, mais aujourd'hui, je me débrouille à trouver des budgets. J'ai la chance d'avoir un coéquipier qui lui amène aussi beaucoup de financement. Et le lundi, je suis au bureau comme tout le monde. Donc ça mérite. Je veux pas qu'on m'assimile à tous ces pilotes professionnels qui ont bien plus de mérite que moi. Mais alors parlons, on va parler de ta carrière de commentateur. Et évidemment, après Jean-Louis, je vais te laisser la parole. Mais c'est vrai que tu as eu la chance, si on occulte le reste, et on parlera comme un petit peu du GT4, tu as roulé aux États-Unis en NASCAR. Comment tu as réussi cette prouesse? En fait, j'ai commencé derrière le volant, tu l'as dit, avant d'être. D'ailleurs, je voulais pas être. Enfin, j'avais aucune idée d'être commentateur. À la base, moi, je voulais être pilote de course. Donc, j'ai fait du karting. Ça me plaisait. J'ai fait du karting, j'ai roulé avec Hamilton, avec Rosberg, avec Grosjean, c'est ma génération. D'ailleurs, je jouais dans l'équipe de foot de Lewis contre l'équipe de Nico.
J'aurais été Non. Team Lewis, c'est pas Team Nico. Et c'est vrai que donc moi, jusqu'à mes 20 ans, je n'envisageais rien d'autre que d'être pilote de course. J'ai fait une école de design parce que ma mère voulait que je fasse des études. Mais à vrai- la base, j'adorais dessiner. J'étais passionné de Michel Vaillant. Un vrai métier. Un vrai Ta métier. mère voulait que tu fasses un vrai métier. Ah mais ça c'est une phrase qui est revenue souvent. Et c'est une phrase qui est revenue, non, mais c'est vrai qu'elle est revenue souvent. Et donc elle voulait que je fasse un vrai métier, donc j'ai fait une école de design, mais moi je voulais être pilote. Donc je me suis vraiment consacré pleinement à ça. À l'époque, quand j'ai roulé en Formule Renault, d'ailleurs, ma dernière année de Formule Renault, je faisais que ça. J'allais plus à l'école, je faisais vraiment que ça. Et puis finalement, j'ai fait l'école de design, bon, ça me plaisait sans plus. Et puis la vocation de commentateur, elle est venue un peu par hasard, parce que quand je roulais en Formule Renault, il y a un speaker qui est formidable, qui s'appelle Georges Clavier. Il y a un autre speaker formidable qui s'appelle Jacques Sabatier. J'adore dire leur nom, parce que c'est des garçons qu'on pourrait dire des hommes de l'ombre, mais qui nous ont bercé, nous, sur les circuits, des championnats de France des circuits. Et moi, c'était Francis, quoi. Tout ce qui était moto, Supercross de Bercy, tout ça, Francis. Mais on a des quel speakers, orfèvre. on a des speakers comme ça qui animent nos meetings. Anthony, aujourd'hui, en fait partie, Anthony Drevet. Et heureusement que ces garçons sont là, parce que moi, en l'occurrence, Jacques Sabatier et Georges Clavier, sans eux, j'aurais peut-être pas été derrière un micro. Ils me faisaient monter, ils savaient que j'étais à l'aise. Je me suis découvert un peu par hasard à l'aise derrière un micro, parce que j'allais en fait faire le consultant avec eux sur la Clio Cup quand je roulais pas en Formule Renault, et j'adorais ça. Ça me plaisait beaucoup. Donc ils voyaient bien que ça me plaisait, donc ils me demandaient de venir. Moi, j'y allais avec plaisir. Et cette vocation est née un petit peu par hasard. Donc après, j'ai repris des études dans les médias, et quand j'ai arrêté la Formule Renault, j'ai repris des études dans les médias. Et lorsque j'ai terminé mes études, je voulais travailler dans la com, c'était assez flou, j'étais prêt un petit peu à faire beaucoup de choses, du moment que c'était lié au sport automobile. Donc voilà, ma passion, elle est née de là. J'ai arpenté les circuits, j'ai continué d'arpenter les circuits. En parallèle, je bricolais, j'adorais le design, j'adorais ce jeu qui s'appelait NASCAR Racing 2003, où en fait c'était extraordinaire parce que tu pouvais dessiner ta voiture de course. C'est venu de là. Et donc, je me suis Sur dit Paint. tout seul, comme un grand, j'ai dit, Ah ouais, moi je le faisais tout sur seul Paint. comme un grand, je me suis dit, tu sais quoi, je vais apprendre Photoshop parce que je vais pouvoir faire mes propres décos. C'est fou. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire des décos. Et grâce à mes peu de connaissances de Photoshop à l'époque, j'avais vu se passer au tout début de Facebook un concours de casques pour Franck Montagny. Et donc, j'ai dessiné mon premier casque sur ordinateur pour gagner le concours de Franck Montagny. Incroyable. Mais du coup, Et c'est une corrélation de ouf, choses ce du parcours. sport automobile qui font que, arrivé en 2009, j'aime le sport automobile, j'ai envie de continuer de rouler. À ce moment-là, j'avais plus les moyens de le faire. Donc je me suis dit, si je veux travailler dans la com, je veux que ce soit lié au sport automobile. J'ai des facultés en design, je veux que ce soit lié au sport automobile. Et si à un moment, je peux commenter ou faire des choses dans la communication, je veux que ce soit lié au sport mais automobile. on va le voir hein, sur tes talents de graphiste, tu as bossé avec des pilotes de F1, on va venir juste après, mais je reviens dessus. Comment on va tous être pilotes, et comment tu arrives à concrétiser et à rouler en NASCAR aux US? C'est fou. La NASCAR aux US, c'est un one-shot. Hein. C'était mon rêve. Oui, mais quand même. Bien fait. J'ai regardé votre émission de la semaine dernière avec Dimitri, que je connais, que j'embrasse. J'aime beaucoup Dimitri, qui disait, moi, quand j'étais gamin, je rêvais pas de F1, je rêvais de caisse à porte. Moi, typiquement, quand j'étais gamin, je rêvais de NASCAR. J'ai roulé en Formule France Ouais. avec t'as gagné. avec un garçon extra. J'ai gagné la Coupe de France en 2004. D'accord. Mais je roulais contre un garçon qui s'appelle Philippe Hainaut, qui a fait Le Mans, Oui. qui est de la famille de François Hainaut. Oui. Et Philippe est un garçon extraordinaire, passionné des États-Unis. La première fois que j'ai rencontré Philippe Hainaut c'est véridique, à l'OEAC sur une séance d'essai de Formule France, il arrive, il a une combinaison Simpson des États-Unis, une combinaison de NASCAR noire avec, vous savez, les bandes rouges et blanches, Ah ouais. la même que le Cole Trickle dans Jour de tonnerre, un casque Simpson ouvert et les goggles, vous savez, les mêmes lunettes que Dale Earnhardt. Ouais, Googles. Je tombe amoureux de ce mec. Je me dis, c'est quoi? Il a les cheveux longs, le look à l'américaine. Et c'est lui qui m'a vraiment alimenté. Il me ramenait à chaque fois qu'il allait aux États-Unis pour son boulot, il me ramenait des magazines de NASCAR, plein de trucs. Donc j'aimais déjà la NASCAR, mais il a amplifié fois 1000 ma passion pour la NASCAR. Et donc depuis ce jour, j'ai toujours rêvé de rouler en NASCAR. Et en 2018, j'avais repris un peu ma carrière de pilote. Je roulais en Caterham. Je commençais un petit peu à bricoler à droite à gauche. J'ai la chance d'avoir un super client dans ma boîte de design qui s'appelle Motul et qui en plus me file un petit coup de main pour rouler. Et là, grâce à la gentillesse, plus chez Motul, mais de Romain Grabowski, on arrive à monter un petit partenariat un peu sympa. Et il m'accompagne dans ce projet et j'ai réussi à aller rouler en NASCAR aux US sur un circuit à Hickory, dans une late model, une vraie NASCAR, sur un vrai ovale en Caroline du Nord. C'était À chialer de bonheur extraordinaire. en sortant de Ouais, Craig, quoi. ça n'a pas été facile, mais c'était juste extraordinaire. C'est surtout que j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que je le commente, je lis des trucs sur ça depuis 15 ans. Je suis arrivé, j'étais persuadé de tout savoir en arrivant là-bas et tu t'aperçois que tu connais juste rien du tout. On est aussi là, puis là on est dans le vrai, mais on est dans le vrai redneck, quoi. On Ouais. était avec des vrais Américains qui m'appelaient The fucking French Chicken, avec toutes les réflexions qui vont avec. Donc là, on est dans les vrais États-Unis de Caroline du Nord, pur et dur, quoi.
C'était une expérience unique, incroyable. Mais voilà, je rêvais de rouler en NASCAR aux États-Unis. Je l'ai fait. Je suis monté dans une stock car, j'ai roulé sur un ovale. Et c'était incroyable. C'est incroyable. Je l'ai dit tout à l'heure parce que je veux parler une dernière fois de commentateur. Donc, tu as gagné en Coupe de France, tu as fait de la Formule Renault, tu le disais. Là, tu participes au GT4 Europe. Mais en commentateur, est-ce qu'il y a un souvenir mémorable qui t'est arrivé en direct et dont tu te souviendras toute ta vie? En commentateur? En commentateur. Ou pas plus que ça? Ou c'est juste une expérience un peu comme... Non. Mes premières 24 heures du Mans, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis de Tours, donc j'ai grandi avec Le Mans. C'est la route. C'est la route de Tours. Voilà, exactement. C'est vrai. J'ai grandi, j'ai toujours voulu commenter Le Mans. Après, le Grand Prix de Monaco, le premier que j'ai fait pour TF1, était quand même... c'était fort. Je sais pas si c'était le... Mais oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est... En fait, j'en parle comme un moment très fort. Je dirais pas que c'est mon meilleur souvenir. J'étais liquide. Je me souviens partir du TV Compound qui est au fond du pont, traverser le paddock. Il faisait une chaleur à crever. Je suis avec ma chemise, ma veste, et je suis liquide. Et je suis d'un stress. D'ailleurs, je ne me souviens quasiment pas du Grand Prix de Monaco 2018 parce que je suis mort de stress. Et c'était pas facile TF1, Jean-Louis le sait. Nous en plus on est face à Canal, donc nous on avait une ligne éditoriale qui était tous les passionnés de Formule 1 regardent Canal+. Donc toi tu vas commenter pour des gens qui globalement connaissent peu ou pas. Ouais. Donc c'est et on voit bien l'attaque d'Alonso et il y a une voix dans les oreilles qui dit rappelle ce que c'est le halo, rappelle ce que c'est, rappelle ce que c'est un vibreur, rappelle ce que c'est. Et donc tu commandes d'un coup entre guillemets la F1 pour les nuls. Moi la ligne éditoriale de TF1 je la comprenais. Quand j'ai été embauché, elle a été très claire, on me l'avait précisé, je l'ai accepté. Donc je ne critique absolument pas. C'est juste qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé à commenter des Grands Prix où on m'a dit « Mais mec, tu connais rien ou quoi? Pourquoi t'expliques que c'est le halo? On sait ce que c'est. » Bah non, moi, la chaîne proposait un Grand Prix gratuit pour une audience qui n'était pas abonnée à Canal+, et qui potentiellement découvrait de la F1 pour la première fois depuis 5 ans. Toi, t'avais pas ce souci-là, Jean-Louis? Non, parce qu'on couvrait, non, mais on couvrait tous les Grands Prix. Donc on pouvait à chaque fois faire quelque chose. Si tu veux. Mais je comprends très bien cette histoire d'Adrien, parce que je vois encore quelqu'un lui parler dans l'oreille pour dire explique ce que c'est que le halo, explique parce que tu vas parler aux gens qui sont dans la Beauce ou qui connaissent pas du tout la Formule 1, etc. C'est ça. Effectivement, il fallait ouvrir le plus large possible. Voilà. Mais c'est bien que tu le rappelles aussi, parce que de temps en temps, on trouve que les commentateurs, ils loupent une action ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont quelqu'un qui leur parle dans l'oreille. C'est ça, Mais là, c'était en permanence. Hein. Oui, c'est en permanence. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec mon expérience de commentateur de bagnole que je commande tous les week-ends sur AB Moteur et sur Eurosport. Et d'un coup, on m'a dit, non, mais là, tu vas pas du tout commenter comme ça. Eh oui. Donc moi j'étais en train de regarder les partiels, je suis avec Jean-Éric Vergne dans la cabine, je me rappelle que sur un deuxième Grand Prix, donc on devait être au Grand Prix de France, on commentait les qualifs, sur la qualif, avec Jean-Éric on se prend un peu au jeu, on fait et Ricardo qui allume le purple. Ok, bon là les gars vous arrêtez ça. non, ça n'existe pas. Il allume un secteur violet, ce qui indique qu'il vient de faire le meilleur temps absolu dans le deuxième secteur. Ça veut dire que c'est le pilote le plus rapide. Oui, pardon, mais ils avaient raison. Donc dans les meilleurs souvenirs, je dirais quand même que Monaco a été un souvenir très fort, mais je dirais pas que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Un de mes meilleurs souvenirs, je dirais quand même, c'est la première fois que j'ai commenté les 24 heures du Mans, parce que je suis devenu commentateur avant tout pour commenter la NASCAR parce que j'aime ça, mais aussi pour les 24 heures du Mans. T'as pas fait le Mans en pilote? Non. Voulu. Mais j'ai quitté Eurosport pour rejoindre la chaîne L'Équipe parce que il m'envoyait aux 24 heures du Mans. Ouais, forcément. Et pourtant, il n'y a aucune animosité. Et bien. Je suis toujours très copain avec Eurosport. D'ailleurs, je mange souvent avec mes copains. C'est pour ça qu'Anthony n'est pas là ce soir. C'est ça? Anthony qui? Non, d'accord. Non, mais on voit pas. Tout à fait. Moi, je voulais parler à mon cher Jean-Louis. Je te coupe la parole. On peut arriver à son vrai métier. J'y arrive. Juste avant, parce que j'ai une anecdote. Celui pour lequel sa maman voulait qu'il travaille et qu'il apprenne à l'école. Je veux que tu me dises comment tu fais un casque avec un pilote. Tu as fait des casques célèbres. Donc, dis-moi, donne-moi la connexion quand tu parles au pilote qui te commande un casque, ce qui te passe par la tête, ce que tu lui proposes et lui, ce dont il a envie. C'est ça, je veux savoir ton secret. En fait, voilà. Le secret, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas une formule magique puisqu'ils sont tous très différents. Il y a des pilotes qui savent très précisément ce qu'ils veulent. Bon, voilà. Il y en a d'autres où ça va être très flou. Il y a aussi des pilotes qui sont vraiment qui vont être très ouverts. Charles Leclerc, par exemple. Charles est très ouvert. Charles, souvent, va me donner des fois une idée, des fois, c'est moi qui vais lui suggérer en fonction du thème. Ouais. Oui. Et typiquement, Charles est très ouvert, est très ouvert au dialogue. Et puis, à l'inverse, Pierre Gasly, souvent, alors quand Pierre arrive avec une idée, c'est pas tout le temps le cas, mais quand il arrive avec une idée, souvent l'idée est très précise, il sait exactement ce qu'il veut. Donc, Romain Grosjean veut tout le temps le même style. La déco change tous les ans, mais il y a des couleurs qu'il aime bien, des styles qu'il aime bien.
Donc le brief est propre, la manière de procéder est propre à chaque pilote. En général, j'en fais 680 par an, donc j'ai quand même un process de base. C'est beaucoup. Il y a un formulaire, j'ai un petit formulaire pour le client lambda que le pilote va me remplir. Il va me donner des exemples et moi, à l'expérience, je vais cerner ce qu'il veut. Mais après, pour les pilotes de F1, c'est toujours un peu particulier. De toute façon, je parle toujours avec eux. Je ne peux pas procéder sans leur parler. Deuxième question, qui à mon avis est importante, la couleur. Les couleurs. Tu dois aussi, après le design, il y a aussi les couleurs. Là, sans couleur, si le pilote me dit pas les couleurs qu'il aime, je peux pas avancer. C'est la limite, d'accord, presque, on va dire. voilà. C'est le seul facteur avec lequel je ne peux pas commencer. C'est-à-dire que là, j'ai un pilote, par exemple, la semaine dernière, il m'envoie, il me dit j'aime bien les casques de Théo Pourchère, de Victor Martins, mais il me dit je sais pas ce que je veux comme couleur. C'est comme si on va au resto et que tu me dis je sais pas si j'aime les burgers ou les pizzas. Si tu veux, globalement, je vais prendre le risque de te faire un burger et une fois que tu vas l'avoir devant toi, tu vas le goûter, tu vas dire ah non, en fait, t'as raison, c'est les pizzas que j'aime bien. On va passer un petit peu en revue, tout est en régie, n'hésitez pas à passer les casques comme ça, on en a une tonne à passer. C'est quoi tes bases? C'est noir, blanc, chrome? Ah non, c'est vraiment. Alors, il y a deux manières de procéder. Le pilote lambda qui vient, je vais vraiment procéder avec ces thèmes de couleurs. Celui-là, on y reviendra, il a une histoire particulière. Ah bah vas-y. Voilà, là par exemple, Guy Feillet, casque qui a roulé aux 24 heures du Mans dans la Ferrari Chef Corset. Bon bah voilà, là la priorité c'est la couleur. Il m'a dit je veux un casque assez épuré, rouge et blanc, c'est ces couleurs. Bon bah là je pars sur la base blanche, je démarre avec le design. Et même le dragon. Ouais, le dragon. Là c'est la priorité, c'est le design. Ouais. En revanche sur un casque de Formule 1, typiquement, la priorité c'est les sponsors. Oui. La guideline sponsor est énorme. Et typiquement, si on revient au casque de Leclerc, qu'on a montré juste avant, celui qui est rouge en haut et blanc en bas, vous voyez, le Vélas en bas, il a disparu, mais cet espace, je suis tenu, par la Scuderia Ferrari contractuellement, de le garder libre. C'est pour ça que les casques de Charles, souvent ici, ils sont tout vides, parce qu'en fait, on me demande. Celui-là, il est particulier parce que sur les milliers de casques que j'ai dessinés depuis 2010, c'est mon préféré. C'est pas le plus impressionnant, c'est pas le plus, c'est peut-être même pas le plus beau pour certains. Moi, c'est un de mes préférés aussi. Alors, je vais dire pourquoi. Parce que celui-là, en fait, c'est un de ceux qui a le plus de contraintes sponsors. Celui-là, si vous regardez le fichier que je reçois de la Scuderia Ferrari, il est bardé de zones à ne pas décorer, des zones de branding. Et pourtant, je trouve qu'on a un casque qui est classe. Et surtout, celui-là, il est iconique. C'est le mot très à la mode, mais qui est très important pour moi. J'ai eu le sentiment, quand j'ai fait ce casque pour Charles Leclerc, d'avoir fait un design. Moi, je lui ai dit maintenant, il faut que tu le gardes. Il m'a pas écouté. Peut-être que là, j'ai commencé à avoir trouvé des arguments, peut-être que ça va changer, mais jusque-là, il ne l'a pas gardé à plein temps. Moi, j'aurais voulu que ce design, il le garde à plein temps, parce qu'aujourd'hui, on avait un design qui était aussi iconique qu'un Mansell, qu'un Senna ou qu'un Prost. C'était où ce casque? Tu t'en souviens? Monaco 2022. Tu fais beaucoup de déclinaisons, comment ils ont fait pour le Brésil, un casque Brésil, comment ça se passe dans ces cas-là? Paradoxalement, c'est mon métier, mais moi, je suis un peu contre. C'est-à-dire que je trouve qu'on est complètement en train de perdre la magie du casque spécial, pour une raison très simple. Le business des mini-casques, vous savez, ces petits casques en demi qu'on vend. Les pilotes se font une fortune avant de ça. Donc aujourd'hui, ils veulent vendre, ils ont des contrats, ils doivent vendre un nombre X de mini-casques par an et ça leur fait de l'argent. Je respecte ça, je ne suis pas contre. C'est juste que du coup, plus vous allez faire des casques spéciaux, plus vous allez faire des éditions limitées en mini-casques et vous allez en vendre. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'on perd. Moi, quand j'étais gamin, passionné de casques, j'attendais qu'une chose, c'était le Grand Prix de Monaco pour voir les casques spéciaux. J'adorais ça. C'était mon moment de l'année. Aujourd'hui, à tous les Grands Prix, il y a un casque spécial. Moi, j'en ai encore, je dois en avoir encore 2 qui arrivent pour Charles. Je dois en avoir encore 2 pour Magnussen. J'en ai encore un pour Tsunoda. Et il reste 3 Grands Prix d'ici la fin de l'année. Ça devait être fou quand même d'avoir un contrat pour des pilotes de Formule 1. La première fois, aujourd'hui, tes clients sont complètement fous. C'est les plus grands du monde. Mais la première fois, tu as dû faire la pression, comment on gère ça? La première fois, c'était Romain Grosjean qui a. Alors, faut savoir que j'ai une histoire un peu particulière. Romain est un ami très proche. Il a mis le feu à mon mariage avant de mettre le feu à Bahreïn. Voilà. Vous voulez pas la faire? Non, je peux vous le dire. Avec Julien Febvreau, voilà. Et c'est un travail d'équipe. Ils s'y sont mis à 2. Ils ont foutu le feu à mon mariage. Je tenais à le dire. Et donc, la première casque que j'ai vu en F1, c'est Romain dans un test Pirelli en 2011. Vous savez, dans cette ex-Toyota toute blanche, il a fait des tests pour Pirelli. Donc, c'est la première fois que j'ai vu un de mes designs en F1. Et après, donc, il a porté le casque en 2012. C'était assez incroyable. Surtout qu'à l'époque, je ne travaillais pas sous mon nom. Je travaillais sous un nom qui s'appelait Common. Et il avait mis un sticker Common sur l'avant du casque. Et là, moi, c'était le délire absolu. C'est quand même la classe. Petite parenthèse, je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je pense qu'il était fatigué. Je travaillais en fait sous le nom Common parce qu'on m'avait dit à l'époque que comme tu es pigiste, ça peut être mal vu que tu travailles aussi avec les pilotes. Vous savez, conflit d'intérêts. On m'avait un peu menacé de ça. Donc, je travaillais un peu sous un pseudo.
Et un jour, il y a un mec qui arrive, qui me tape dans le dos comme ça dans un couloir à Eurosport et qui me dit mais je savais pas que tu dessinais du casque, c'est génial ce que tu fais. Je le Je dis vois ouais bien non que mais tu faut parles. pas trop. Et moi je dis faut pas trop le dire et tout. Mais pourquoi? Bah parce que je suis journaliste. Mais tu t'en fous, dis que c'est toi. C'est vachement bien. Bah, c'était Rémi Tissier. Ah oui, mais je le reconnais bien dans Mais le style. et Rémi a eu en fait indirectement a eu un impact un peu sur le fait que je dise que j'assume ce que je fais et j'ai toujours considéré que si j'avais eu la chance d'être pris à TF1, je me permets de penser que je faisais un peu le job au micro, même Ouais. si j'ai pas beaucoup d'estime de moi en tant que commentateur. Mais je me permets aussi de penser que je pense que c'est aussi parce que je dessinais des casques et qu'ils savaient que j'avais mes entrées partout dans les motorhomes. Ouais, c'est Donc ça a joué un rôle. Mais je savais pas pourquoi tu avais changé Common pour. Voilà. Donc, En fait, j'estimais que je savais que arrivé à un certain stade, quand je commençais à faire de la télé, je savais qu'il y aurait une vraie corrélation entre le design et que les deux métiers allaient se servir l'un l'autre, et c'est toujours le Ah cas. oui. Mais à l'époque, j'avais peur que ça me desserve à la télé. Donc ta maman avait raison. Ma maman. Alors, faut savoir que ma maman, quand je voulais être pilote, m'a dit non, il faut que tu fasses un vrai métier. Ah ouais. Elle voulait que je devienne designer. J'ai commencé une auto-entreprise en design en attendant, mais après je lui ai dit non, mais en fait je vais être commentateur. Elle m'a dit mais donc tu vas jamais faire un vrai métier. Et il faut savoir que lorsque c'est véridique, anecdote véridique, lorsque je commentais à Motors TV, Ouais. ma mère me découpait encore les annonces de travail dans le journal. Ah oui, Oh. oui. Elle a arrêté de faire ça lorsque je lui ai dit je suis pris à Eurosport. Je vous ai- Eurosport avait un peu plus Là, quand j'ai dit Eurosport, là, et j'allais prendre un appart à Boulogne, je commentais Eurosport. Ouais. Là, elle a commencé à me dire bon, Yori, il lira jamais mes annonces de. Ça Mais commence j'ai à raconté sentir dans un bon. podcast il n'y a pas longtemps l'anecdote. J'ai été à un entretien d'embauche à Limoges pour travailler à la mairie de Limoges. Je pense que c'était la journée la plus lunaire de ma vie. Et de la leur aussi, certainement. Je faisais déjà les casques de Loeb. Je travaillais pour un magazine à l'époque qui s'appelait US Racing avec Ouais. Michel Didier. C'était juste. Les choses commençaient à bien marcher. Je bossais à Motors TV, à AB Moteur. Mais ma mère continuait. Et à un moment, c'était un peu tendu parce que j'avais pas encore mon appart, donc je vivais chez elle. Donc j'ai été à Limoges Incroyable. faire cet entretien d'embauche. Et je pense les gens en face de moi comme moi, on a passé une journée lunaire. C'est génial. Merci en tout cas. Moi, j'ai une autre Fabien. question parce que, Dernière. comme on peut le voir, tu as quand même dessiné beaucoup de casques à beaucoup de pilotes et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire, qui te manque en tant que designer? Un truc incroyable. Incroyable, je vais vous le dire. Ah, quelle bonne J'ai question. eu la chance Fabien. de faire des casques qui ont gagné en F1, en IndyCar. J'ai fait des casques qui ont gagné Le Mans, en supercar australien. Mhm. Il me manque une catégorie. Et c'est pas volontaire. La NASCAR. NASCAR. Je n'ai jamais bien. dessiné de casque de NASCAR. Et de voiture non plus, t'aimerais? Non, j'ai fait en ARCA, mais en NASCAR Cup, jamais de voiture, jamais de casque. Alors pour toi, je pense que la F1, c'est ce qu'il y a de quand même de nettement plus visible. Oui, Le oui, NASCAR, les casques sont pas très visibles. hein. Ah mais complètement, non mais c'est D'accord avec juste moi, par hein. passion C'est personnelle. juste- oui, voilà. Voilà, le dernier moment, et c'est vrai que maintenant je suis un petit peu habitué, le dernier moment, si, un souvenir qui est sympa, mais c'était dans un week-end noir, donc j'en garde pas forcément un souvenir, c'est la première victoire de Charles à Spa, parce que j'ai dessiné son casque et que je le commentais pour TF1. Donc D'accord. j'ai commenté la première victoire de Charles avec un casque que j'ai dessiné. Génial. Et Incroyable. c'était la première fois que... Non, c'est une bêtise. J'allais dire c'est la première fois qu'un casque que j'avais dessiné gagnait, mais non, parce que j'ai fait ceux de Verstappen par le passé. Et alors, et ce sera ma dernière question, parce qu'on pourrait passer tellement de temps là-dessus, Ah oui, on peut mais passer c'est des heures. monstrueux. C'est vrai qu'un couteau suisse comme toi, ça arrive jamais qu'on ait un invité comme ça dans cette émission. Et vraiment, je te remercie encore d'être venu. Bon, non, bah, avec Ma plaisir. dernière question, c'est aujourd'hui, il y a des inboards, on voit les détails des casques et tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un casque a vocation, comme on en parlait avec Émilie Bondy, où il faut que la moto elle soit rose, on la voit bien. Le casque, finalement, maintenant, c'est un objet personnel. On n'a plus besoin qu'il soit jaune fluo pour qu'on sache, ah, ok, il y a Schumacher qui passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu un peu plus, déjà c'est devenu un effet de mode. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des gars qui adoraient porter des jeans et des chemises en cuir et ils portaient que des jeans et des chemises en cuir. Aujourd'hui, les techniques de production ont tellement évolué. D'ailleurs, je tiens à préciser, quand tu m'as présenté, tu as dit que j'étais peintre. Moi, je suis designer de casque. Oui. Je ne les peins pas. C'est vrai, t'as raison. J'ai l'immense chance de travailler avec des peintres de casque Pas le même métier, tu as en raison. France qui sont hyper talentueux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on a la chance d'avoir parmi les meilleurs peintres de casque au monde en France. Comment tu les choisis d'ailleurs? Artisanat français, monsieur. Comment tu les Oui. choisis? C'est vrai que Alors, c'est pas moi qui ai choisi, souvent c'est les pilotes. Moi, j'ai la chance de travailler ou d'avoir travaillé avec quasiment tous les meilleurs peintres de casque en France. Souvent, les pilotes ont leur peintre et moi, j'essaye au maximum respecter ça. C'est important qu'un pilote reste fidèle à son peintre. C'est pas moi qui l'ai choisi. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup avec une entreprise qui s'appelle BS Design parce que Valentin, Ah oui, on a roulé ensemble. On a d'ailleurs, c'était mon coéquipier au Nürburgring quand j'ai roulé en VLN. On devait faire les 24 heures du Nürb ensemble. D'ailleurs, on les fera. C'est justement ce que j'allais te poser, parce que tu m'as envoyé les photos avec Valentin. Avec Moi, Valentin. je lui en ai parlé et tout. C'est assez fou de voir que vous avez roulé au. On a roulé au Nord. ensemble, et puis celui avec qui je travaille beaucoup, bien sûr, c'est Eric Milano à Aéromagique, parce que c'est lui qui m'a présenté Sébastien Loeb. Oui. On a fait un échange de bons procédés. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit je suis peintre de Loeb, je te propose un deal.
tu m'envoies les peintures de Romain Grosjean et je t'envoie les designs de Sébastien Loeb. Le coup de Incroyable. fil anodin a littéralement changé ma vie parce que c'est grâce à lui que je travaille pour Red Bull, ce qui a fait exploser ma boîte. Et puis bon, bah, Eric est devenu un ami. On te retrouve C'est où lui sur qui a les éteint le réseaux? feu de mon mariage avec un Ah bah extracteur. toujours le mariage. Bah oui, non, bah, ils étaient pas nombreux, mais ils ont su mettre un bon bordel. T'as un des réseaux spéciaux pour ton design si on veut te contacter. Ouais, voir un peu ton Instagram, travail. Facebook, Adri Pavio Design. Voilà, si vous voulez suivre les derniers designs, il y en a encore pas mal qui doivent sortir. Parfait. Et on te retrouve sur Automoto la chaîne ce week-end pour la. Automoto la finale. chaîne, l'émission avec Philippe Chiraud, Patangeli pour la finale de la NASCAR et Guénaël Longy pour voilà, vous parler de tous les enjeux. Et puis bah, bien sûr la Formule AI, le WEC sur la chaîne L'équipe, l'IMSA sur l'Automoto aussi, c'est cool, Parfait. plein de choses. Eh ben c'est parfait. Merci encore infiniment d'être venu. C'était passionnant. Bonne chance à vous surtout parce que je sais qu'Anthony reviendra un Oui, moment ou un autre. peut-être. Ouais. Et Rémi aussi, quand il aura fini de dormir, là, il doit être en pleine siesta. Alors, tu as fait une performance formidable. Déjà, moi, si j'avais un papier à faire, déjà, j'ai plus qu'à l'écrire. Tu l'as fait, le papier. Ah bon? Les casques, bah oui, bien C'est sûr. gentil. Et quant à Anthony, je vais m'occuper de lui. Oui, on va s'occuper de lui, bien évidemment. Les absents ont toujours tort. Toujours. Et on leur casse la tête quand ils sont pas là, évidemment. Très Évidemment, intéressant, ils reviennent très avec nous. Par contre, pas la semaine prochaine, c'est le 11 novembre. On se revoit le 18 novembre. Ça va être très cool. Oui, il y a, Oui, il y a voilà. un grand prix. Oui, il y a un grand prix à nouveau. Eh oui. C'est relax dimanche prochain. On est tranquille, à la cool. Bon, on se voit, je vais dire la semaine prochaine. C'est l'habitude. Dans 15 jours. C'était un plaisir en tout cas. Merci messieurs. Merci Adrien. Merci de m'avoir accueilli, merci, bravo pour votre émission. Franchement, Merci. ça transpire la passion et voilà, je pense que tous les passionnés qui vous suivent le ressentent. Donc bravo à tous. Bah, ça fait vraiment plaisir ce genre de retour. Merci à vous qui nous regardez pour votre fidélité, que vous soyez des tricheurs sur YouTube ou des vrais sur Twitch, je ne le dirai jamais assez. Et puis voilà, merci encore pour les réseaux sociaux. Vous êtes là de fou. Ça nous touche vraiment de voir voilà, que ça grimpe tout ça. Merci. On termine là-dessus. À tout bientôt. C'était Racing Stream. Ciao.